Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Vendredi. Oh sapristi, je vous entends déterminé ce midi. Ben oui, non. Oh là! Je viens tout juste d'avoir une conversation animée. Ah oui? Ben oui, ben vous êtes sur l'adrénaline? Un peu, parce que je viens de recevoir des nouvelles accusations. Ah, Écoute, ben on me lâche encore, pas. Pierre? Ah oui. Il y a une nouvelle vague, et là, il y a une demande de radiation provisoire auquel je dois faire face. Le syndic, mon ami Mario, a déposé une requête pour me faire radier temporairement, provisoirement, radiation provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne le sais pas. Je vais le savoir. Et là, ça va être entendu d'urgence jeudi et vendredi prochain. Jeudi, mais c'était déjà le cas, non? Non. Ah non, alors là, ça se rajoute, là. Oui, plutôt que de m'appeler, appelez-moi pas pour rien. Alors, lundi, mardi, mercredi, là, c'est la plainte qui est entendue avec requête défendue par mes deux procureurs noirs. Et jeudi, vendredi, il y avait 3 jours de cédulé. Et là, on a rajouté dans un autre local, en quelque part en ville à Montréal. Jeudi, vendredi. Oui, jeudi et vendredi. Bon. Là, je vais me représenter moi-même. Et je vais aller faire face à une demande, à une requête de radiation provisoire. Wow. Oui, écoute, c'est la guerre. Ouais. Je vous poserai pas plus de questions, Pierre, parce qu'on va suivre ça, là. Ben là, c'est parce que vendredi prochain, vous n'êtes pas avec nous, là. Ben non, là, toute la semaine, là, il va falloir, tout ça s'est déroulé hier, là. Oui. Tu comprends? J'ai eu les avis d'audition hier. Alors, toute la semaine, je vais devoir être remplacé. Mais inquiétez-vous pas, je suis pas malade. Ben, du moins, je pense ne pas être malade. Hey, on va vous souhaiter d'être en forme la semaine prochaine. Non, pas ça. C'est pas évident. C'est pas évident, tout ça. C'est pas évident, mais c'est normal. Écoute, le fait que j'ai porté plainte contre moi-même et que, face à une plainte du syndic, que ce soit qui m'accuse de racisme, que ce soit 2 avocats noirs qui me représentent, ça a fait très mal à l'institution. Je les comprends, Janine. Je les comprends. Ils ont été humiliés. Alors, écoute, ça s'est jamais fait au Québec. Un médecin qui porte plainte contre lui-même. Aïe aïe. Puis là, ils font quoi avec la plainte? Est-ce qu'ils vont la traiter ou la déclarer farfelue? Mais porter plainte contre vous-même, Pierre, il faudrait vous expliquer le contexte. On en parle, là. Ouais. Bon, moi, on était à l'émission quand c'est arrivé, ça. Oui. Bon. Il y a eu une radiation de 7 jours concernant Épival. Parce que vous aviez une opinion médicale là-dessus. Bon, alors ils vous ont dit c'est pas ça, vous êtes radié. Oui. À peine 6 mois plus tard, aux États-Unis, une grande étude, puis c'est certainement pas vous qui l'avez commandée, qui dit effectivement les mêmes choses que vous dites sur l'Épival, qui est dangereux pendant la grossesse, qui est pas un bon antidépresseur. Que ce n'est pas un antidépresseur, c'est un très bon antiépileptique. C'est ça. Les psychiatres, il y a beaucoup de psychiatres au Québec qui ont joué avec, malheureusement. Ce n'est pas un antidépresseur et ça ne fait pas partie. Ça a été publié dans un journal de l'Association des psychiatres du Québec en 2003. Ça ne fait pas partie de l'algorithme recommandé de la dépression réfractaire. Ça fait qu'on c'est en train de disparaître du paysage. Et là, vous signalez j'avais raison. Et là, je leur dis, j'avais raison, vous allez devoir vous excuser publiquement de m'avoir radié et effacer la radiation. Évidemment, ils sont furieux. Parce qu'une institution n'est pas supposée se tromper. Ils n'ont pas obtempéré. Non. C'est ça, ils n'ont rien fait pour dire, effectivement, maintenant, il y a des études, ça n'a même pas pris 1 an. Oui. Alors là, c'est pour ça que vous vous poursuivez vous-même. Et là, je porte plainte. Pour que ce dossier-là soit rouvert. C'est ça. Je porte plainte pour leur forcer la main de réouvrir le dossier. Ouais. Parce que j'ai continué et je continuerai à affirmer que l'Épival n'est pas un antidépresseur. Il y a des psychiatres au Québec qui ont joué avec et c'est une cochonnerie pour les femmes en âge de se reproduire parce que ça peut donner des bébés paralysés à partir de la ceinture, spina bifida, dans 5% des femmes qui prennent ce produit-là alors qu'elles sont enceintes. 5%, c'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Et des bébés paralysés à partir de la ceinture, on convient-tu que on en a vu un. Quand on était à la Sainte-Justine, Pierre, il y a eu un de nos invités à la table qui en était un. Merci, madame. N'est-ce pas?
Merci. C'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose. Alors, de là, la nature est parfois imparfaite, mais de rendre la nature imparfaite sur ce plan-là, c'est inacceptable à mes yeux, et je vais continuer à tenir le même discours. Alors, j'ai porté plainte contre moi-même pour les forcer à ramener cette plainte-là dans la plainte où ils m'accusent. Oui. Comprends-tu? Oui. Et alors ça aussi, ça doit être un méchant irritant. Janine, vous obligez, ça les oblige à rouvrir. Là. C'est humiliant. Ouais. Alors, Pierre? Oui. On va vous souhaiter toute l'énergie qu'il faut. Habituellement, à mon âge général, parce que vous savez, l'important, oui, Pierre... c'est la rose. C'est pas l'émission. Je vais vous le dire. Est-ce que ça vous étonne ce que je vous dis? C'est pas l'émission. C'est les patients que vous suivez. C'est ça qui est important. C'est drôle que tu dises ça. Hein. Tout à l'heure, j'étais en conférence téléphonique et j'ai mentionné, écoute, je peux le nommer, c'est Maître Paquette. Maître Paquette qui va être le président du nouveau comité de discipline. Oui. Je lui ai mentionné, écoutez, vous pouvez me radier, je n'ai pas grand problème avec ça, mais dès la semaine prochaine, mardi et jeudi, vous envoyez d'urgence un psychiatre pour me remplacer parce que j'ai 320 dossiers actifs de gros cas de psychiatrie en suivi. Oui. Vous envoyez des bons cliniciens pour me remplacer, s'il vous plaît, d'urgence. Bon, envoyez-vous. Okay. Mardi et jeudi prochain, vous êtes obligé d'annuler 2 cliniques, là. Oui, écoute, c'est des grands malades, là. C'est suivi, puis c'est suivi de très proche. Et je suis le seul. Je suis le seul pour un comté. Je suis le seul psychiatre pour le comté de Masquinongé. Je travaille tout seul avec une infirmière. Ouais. Pierre, ça me touche beaucoup ce que vous vivez. Puis vous le savez, puis vous savez pourquoi. Puis un jour, je le dirai pourquoi. Okay. Ça me touche beaucoup. Alors, et j'espère qu'ils vont vous libérer de tout ça là, pour que vous puissiez retourner auprès de vos patients. OK? Ce qui arrive, c'est que j'ai 57 ans, ça fait 27 ans que je fais de la psychiatrie, puis peux-tu croire que j'aime ça comme au premier jour? Je sais. C'est-tu plate, hein? Normalement, j'ai vu plusieurs confrères, ils deviennent amers, ils deviennent négligents, ils prennent un coup. Tu sais, ça les intéresse plus ou moins, ils coupent les coins ronds. J'en suis pas encore là. C'est plate, mais c'est comme ça. Mais avec j'aime faire de la psychiatrie, j'aime traiter les gros cas. Mais avec l'émission, Pierre, vous avez prêté flanc. C'est poche, mais c'est ça. C'est vrai! Vous avez prêté flanc, vous. Bon, Bon, OK. Écoute, Janine, je peux pas argumenter avec toi là-dessus, t'as raison. C'est vrai. Mais la vie est en ça me déçoit pour vos patients, là, je me dis. Non, ben là, parce qu'on j'ai demandé en manque tellement partout. Et ça, le président Paquette du nouveau comité s'est montré très sensible à ça. Oh, il a dit là. Ben, je dis, écoutez, moi, je sois radio ou pas. Écoute, ma petite fierté personnelle. Est-ce qu'il pourrait trouver quelqu'un comme ça pour mardi et jeudi pour me remplacer à la clinique? Ils ont besoin parce qu'il va faire mauvais, là. Ah, ils ont besoin. Ah non, parce que là, ça devient criminel, là. Parce que là, vous n'êtes pas remplacé. Ah oui. Vous n'êtes pas remplacé. Non, il faut, là, puis ça presse. Tu comprends? Une journée de temps en temps, moi, je peux réaménager mes affaires. Comprends-tu? Oui. Mais là, la semaine, un instant, là. Hey, 320 gros cas, c'est du monde. C'est tous des patients externes, là. Ouais. C'est beaucoup de monde, ça, Janine. Oui, je trouve ça. Et j'ai le cœur et la compétence de bien les traiter. Alors, envoyer quelqu'un de même niveau, là. Parce que quand un médecin doit aller en cours, là, comment t'appelles ça, comme expert ou n'importe quoi, comme témoin, ou pour se défendre lui-même, là, bon, parce qu'il y a des causes aussi dans les tribunaux. Oui. Est-ce que quelqu'un les remplace? Oui, nécessairement. Tout un psychiatre, un médecin doit être remplacé. Ben oui, quand les médecins prennent... Puis ce qui arrive, c'est que ce que tu sais pas, c'est que depuis des années, ça fait 17 ans que je pratique à la clinique externe de l'hôpital Comtois de Louisville. Et j'ai jamais été absent pour des mois de temps. Tu comprends? Oui. Alors l'été, je ralentis, mais j'y vais. Un peu moins et je demeure disponible au téléphone, etc. Oui. Fait que parce que je n'ai jamais été capable de me faire remplacer, alors je me suis jamais absenté, vraiment. Enfin, alors on va suivre tout ça. On va suivre tout ça. Et même puis on va faire notre émission d'aujourd'hui. Ouais. Alors. Finissez l'été dernier. Non, je dis même l'été dernier, j'ai pris des vacances de la radio. Oui. Puis je suis allé 1 à 2 fois par semaine voir mes patients, comme pas pris de vacances parce que je peux pas être remplacé. Alors, on y va, Pierre. C'est notre tribune libre du vendredi. Si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin d'un éclairage quelconque sur votre vie, sur ce qui vous arrive, c'est la dernière chance de le faire là, avant un petit bout de temps, ça a l'air. Hein? Alors, 790-0224, 1-800-667-52-41. Alors, on va en tribune libre. Et Pierre, avez-vous vu, il y a à Sainte-Sophie, la jeune mère qu'on a finalement libérée. Ça fait quand même, elle a passé plusieurs semaines là, derrière les barreaux.
Et là, il y a eu évaluation, ça a l'air d'être bien compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça, là. Non. Non, ben c'est ça a l'air d'être compliqué. Les avocats doivent regarder là, ce que les spécialistes de l'Institut, c'est un institut psychiatrique, en tout cas, où elle a subi un examen psychiatrique. Puis ils la libèrent. Là, ils vont la libérer temporairement. Elle s'en va sous la garde de sa mère. Oui. Qui devra en avoir une garde assez serrée. Oui, c'est une jeune fille de 16 ans, c'est ça, elle est toute jeune. Oui, elle a 16 ans. Alors, on a finalement libéré cette jeune fille-là. Mm-hmm. Alors, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'elle ne soit pas restée incarcérée jusqu'à ce qu'il n'y ait procès, va avoir un procès. Qu'on la soigne adéquatement, puis parce que c'est une mineure, hein? C'est une mineure. C'est pas une personne qui est majeure. Oui. Mais dans une circonstance comme ça, où elle aura à subir un gros procès, parce qu'on l'accuse d'infanticide, entre autres, comment vous pensez qu'on se sort de ça? Parce qu'elle était peut-être pas fragile avant. Il est arrivé, je sais pas, à long terme. Je vais te dire ceci, Janine. C'est très difficile de commenter là-dessus pour une raison très simple. C'est d'un côté, on veut donner l'impression au public que les personnes sont très calmes, et d'un autre côté, dans les prisons, on les gèle comme des bines avec des médicaments. Ça pourrait être ça. Alors presque tous les accusés comme ça, on peut pas savoir exactement dans quel état ils sont parce qu'ils sont gelés comme des bines aux pilules habituellement. Parce que moi-même, j'ai été 12 ans consultant en milieu carcéral et je voyais les cocktails qu'on servait à bien des personnes. Puis là, le juge disait, ben oui, mais la personne ne réagit pas, la personne n'a pas de remords, elle n'a pas d'expression. Je comprends, il était médicamenté au coton. Ben oui. Alors, après ce qu'elle a vécu, ce serait même pas étonnant, là. Ben là, je ne sais pas si elle est médicamentée ou pas. Ça fait que ce que je dis au public, soyez prudents lorsque vous interprétez les réactions de quelqu'un qui passe devant un tribunal, parce que plus souvent qu'autrement, maintenant, ils sont gelés comme des bines aux pilules. Alors voilà, je vais donner le numéro de téléphone Tribune Libre, 790-0224, 1-800-667-5241. Vos préoccupations, ce qui vous dérange, ce qui vous angoisse personnellement, on vous reçoit. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Et tout de suite, on rejoint Martin. Bonjour Martin. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Martin. Oui, je suis très très content de pouvoir vous parler enfin en personne. Allez-y. Puis, si je vous appelle aujourd'hui, c'est spécialement pour faire suite à votre émission de lundi qui parlait du trouble de la personnalité borderline. Oui. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'écouter au complet. Je suis arrivé à la toute fin de l'émission, puis c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai moi-même été diagnostiqué borderline à l'âge de 25 ans, puis j'en ai maintenant 28. Oui. Sauf que ce que vous avez dit, Doc Mayou, à propos du borderline, moi, ça m'a complètement jeté en bas de ma chaise parce que je vous ai très bien entendu dire que c'était un trouble génétique, qu'on devait, plutôt un trouble acquis, pas acquis, mais plutôt inné. C'est ça que vous aviez dit. Oui, exact. Ben que c'était pas un trouble qui était dû à une enfance difficile. Non, on ne devient pas borderline qui veut. OK. On peut s'essayer, mais quand c'est inné, bon. Et si jamais c'est un trouble inné, ça peut, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facilement réparable. Réparable? Ah oui, Pierre. Ah oui, ben si jamais, avec votre médication, c'est ça que vous disiez. Dans les cas de personnes, d'enfants terriblement brutalisés, négligés, abusés, pourraient avoir des difficultés de fonctionnement dans leur personnalité. OK. Mais ça va être beaucoup plus facilement réparable que si c'est génétique. Si c'est génétique, là, oh là là, pas évident. Inné, donc. Quand c'est inné, Pierre, c'est ça, c'est plus difficile. Ben oui, ça fait partie de la constitution de quelqu'un. OK, parce que moi, voyez-vous, ça fait depuis l'âge de 25 ans qu'on me répète de tout bas, tout côté que si je suis borderline, c'est justement à cause de mon enfance difficile. Puis là, je parle des psychiatres qui m'ont soigné. Voyez-vous, les enfances difficiles créent des enfants généralement très névrotiques. C'est-à-dire que dans leur quotidien, ils vont avoir toutes sortes de réactions qui sont mues par des conflits inconscients déjà vécus. OK. Ça fait pas tellement des borderline. Avec tout le respect que je dois à mes savants confrères, là, le vrai trouble borderline, puis les vrais borderline que je vois, moi, ils n'ont pas nécessairement été bien malmenés en enfance, là. OK, donc c'est un peu comme la schizophrénie, quelle que soit l'enfance, on va le devenir tôt ou tard, c'est dans nos gènes. C'est un bon point que vous venez de mentionner là. OK. Bon point. Mais là, ça vous fait quoi, Martin? Là, on vous dit... Ça m'enlève peut-être un poids sur les épaules. Moi, lundi, quand je vous ai entendu dire ça, j'ai fait sacrament. Je suis peut-être même pas borderline, là, tu sais. Moi, ça fait 3 ans que je suis borderline. Martin, je me dois de vous informer que il y a
beaucoup d'erreurs diagnostiques en psychiatrie, parce que la psychiatrie est une science inexacte. OK? Ce n'est pas comme la radiologie. Alors, il y a beaucoup d'erreurs. Et on a avantage, face à des grands diagnostics promptement faits en psychiatrie, à être un petit peu sceptique, réservé, et voir si, avec les années, ça se confirme. Mais Pierre, ce que vous dites, OK, c'est pas une science exacte, la psychiatrie, puis tout ça. Est-ce qu'on vous le dit quand vous faites votre formation en psychiatrie? Est-ce que c'est dit en Occident? Ben oui, à McGill, on le dit, on se le dit entre nous. On n'est pas des caves. Je parle pas pour les autres universités, là, mais à l'université McGill, où j'ai suivi mon cours, puis à Dalhousie, écoute, il n'y a personne qui allait prétendre que la psychiatrie est une science exacte. Et on nous invitait à être prudents, à revérifier nos diagnostics, remettre en question nos diagnostics. Oui. Écoute, dans les savantes universités montréalaises ou sherbrookoises ou québécoises, je ne sais pas qu'est-ce qui se dit. J'y ai pas été. Donc, Martin, on vous a dit ça. Est-ce que vous avez consulté un autre médecin? Êtes-vous allé en voir un autre? Regardez, moi, au début, j'habitais dans la région de Rivière-du-Loup, alors j'ai été traité à Rivière-du-Loup. J'ai suivi 1 an de thérapie à Rivière-du-Loup. Là, depuis 2 ans, je suis redéménagé dans la région de Laval. Et puis là, j'ai été suivi un peu au pavillon Albert-Prévost par un nouveau psychiatre. Oui. Puis c'est ça, bon, je trouve que le service est vraiment pas bon. J'y ai même une fois parlé de certains symptômes assez inquiétants que j'avais eu étant plus jeune. Ça, c'est l'autre question que je voulais vous poser. Allez-y. Est-ce qu'une personne atteinte de troubles de personnalité borderline peut avoir des symptômes psychotiques? Oui, ben ça, il y a certains auteurs le prétendent. Alors, il y a une confusion, vous touchez un bon point. Il y a une confusion entre le trouble de personnalité borderline et l'état limite qui inclut des cours de brefs épisodes psychotiques. Alors, dépendamment des auteurs et des universités, là, vous avez des versions différentes. OK, parce que moi, il y a eu une époque où je crois, je suis pas psychiatre, là, mais je crois avoir eu un épisode psychotique, notamment par rapport à la religion. Oui. Moi, entre l'âge de 20 et 23 ans, j'étais rendu vraiment timbré avec la religion. Oui. Au début, c'est que je pratiquais de façon très radicale. J'allais à la confesse tous les dimanches, je faisais des prières pour les âmes du purgatoire. Oui. Je portais des médailles bénites et exorcisées autour de mon cou pour me protéger des démons. J'avais de l'eau bénite que je pitchais souvent pendant la journée pour chasser les démons. Avec tout, c'est sûr que vous êtes en train d'énumérer là, des manifestations, des comportements compatibles avec des symptômes psychotiques. C'est évident. OK. Alors, vos médailles exorcisées pour vous protéger des démons, là, tu sais, ça sent le délire religieux, là, n'est-ce pas? Oui, puis ça, c'était juste le début, là. Rendu à 22, 23 ans, mon état était rendu beaucoup plus grave encore. Lorsqu'il était, par exemple, 11h33 sur l'horloge, tu sais, 33, l'âge du Christ, j'étais sûr que Dieu essayait de me faire un signe, puis j'essayais de décoder le signe. Une tendance, on appelle ça une tendance à l'interprétation. C'est un symptôme, effectivement, qu'on recueille dans des maladies psychotiques comme la schizophrénie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous traite aux antipsychotiques? Oui, moi je prends une médication, c'est pas une grosse médication, c'est 25 mg de Seroquel le matin et 25 mg de Seroquel le soir. J'ai commencé à prendre cette médication-là à l'âge de 26 ans. Est-ce que ça vous a fait du bien? Ah oui, ça a fait une sacrée différence. Martin, ça a fait une sacrée différence. Martin, vous m'envoyez absolument ravi. OK. Il est bien suivi, il peut repartir avec ça. Vous m'envoyez, vous avez une bonne compréhension de votre maladie, le traitement semble bien adéquat. Vogue la galère, Martin. Bye. Merci d'avoir rappelé. Okay. Ça a permis de préciser. Merci à vous, parce que, encore une fois, ça a permis de préciser des choses. Parce que je me souviens lundi, Pierre, vous avez dit, il est possible que quelqu'un qui est borderline, qu'on étiquette comme tel, glisse, soit un prodrome. Vous avez parlé de ça. Ah oui, j'ai parlé de ça, je m'en rappelle. Oui. Que l'état limite ou l'état prépsychotique soit une espèce de phase prodromique, c'est-à-dire c'est la phase qui précède l'éclosion d'une psychose comme la schizophrénie. Oui. Alors on continue de s'éclairer là-dessus. On va parler à Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour Nathalie. Oui, j'appelle souvent ces temps-ci. J'en profite parce que là, je suis à la maison avec mon bébé, puis il vieillit, fait que j'ai plus de temps libre. Oui. En guillemets, temps libre. C'est ça. Moi, je vous appelle parce que je voulais avoir votre opinion, M. Mailloux, sur le fait de garder des enfants à la maison. La situation est que là, mon bébé a 10 mois. Je suis à la maison avec le congé parental. Ensuite, on a calculé ça financièrement, puis je peux aller jusqu'à 18 mois.
quand mon bébé va avoir 18 mois à la maison. Et puis là, à 18 mois, je commencerai à garder des enfants. Oui. J'ai une expérience, là, j'ai été éducatrice en garde. Pas que si jeune, il y avait une si grande complicité, que ça riait, que ça... Je pensais pas que c'était allumé comme ça, un bébé. Et vous aviez travaillé combien de temps en garderie d'État? Écoutez, ça fait 16 ans. Oh, Pierre. Les bébés ne souriaient pas. Ben, c'est ça. N'avez-vous, mesdames, n'avez-vous jamais entendu Mayou déplorer le fait que dans tous les reportages, il n'y a jamais un gamin de garderie qui sourit? Exactement. Comment ça se fait que ça inquiète juste Mayou, ces affaires-là? Allumez de temps en temps, mesdames. Puis la grande découverte de Nathalie, c'est qu'avec un lien étroit, toutes ces petites finesses-là, tes voix, puis l'enfant est peut-être plus à l'aise Ben, je pense de rire. Puis... J'en viens pas. Il n'est pas plus à l'aise, il est heureux. Il est heureux, c'est ça. Un bébé heureux. Un bébé gavé, c'est-à-dire auquel on répond bien à ses besoins, se sent bien et le manifeste par des rires, puis des grognements, puis apapa, Je te dis, j'en viens pas. Moi, mon conjoint, on le regarde, puis du coup, non, il rit tout le temps, cet enfant-là, puis des fous rires. Il est pas normal. Allez domper ça dans une garderie de Pauline au plus vite. Ce qu'elle avait Je vu. peux vous garantir qu'il ne rira plus et il ne sourira plus. Ben, Nathalie, merci beaucoup. C'est un sacré beau témoignage. 16 ans en garderie, puis elle découvre qu'un enfant est capable de rire puis réagir. Wow! Merci beaucoup, Nathalie. Attache-moi. Oui, je ne vous attacherai pas, Pierre, mais je vais vous aider à vous tenir parce que c'est vrai que c'est wow! De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Pierre, il nous arrive d'être expéditif, savez-vous ça? Nathalie avait 2 questions, puis elles sont pertinentes. Alors, je vous les pose, on répond, puis on va parler à Jonathan. Okay. C'est bon? 2 questions, oui. Oui, Nathalie, son petit bébé de 10 mois, là, elle veut ouvrir une garderie. Oui. Elle dit, est-ce que c'est mieux de choisir des enfants du même âge ou à peu près que le sien pour la garderie? Ça dépend, aucune importance, ça dépend de la capacité maternante de la femme qui s'en occupe. Aucune importance. Bon, alors ça, c'était le premier volet de sa question. Ça, c'est un grand débat du même d'âge plus... Écoute... 3-4 ans de différence, vous voyez pas d'importance. Okay. Ça dépend de la capacité de prise en charge, de la capacité maternelle de la femme. OK, alors ça, c'est dans son cas à elle. Ça dépend de son registre. Il y a des femmes, Janine, qui vont être très bonnes avec des petits bébés et moins bonnes avec les 4-5 ans. Ah, ça, c'est il y a d'autres ça femmes, de se questionner là-dessus. Ben oui. C'est un très bon point. Humilité féminine oblige. Nous devrions reconnaître... Elle est prête à faire l'exercice. Nous devrions reconnaître que les capacités maternelles des femmes varient énormément d'une personne à l'autre. Oui. Non seulement dans leur capacité de répondre aux besoins des enfants, mais selon les groupes d'âge. Oui. Alors, il y a des femmes qui deviennent beaucoup plus adéquates avec leurs enfants à 7-8 ans qu'elles ne l'ont été que lorsqu'ils étaient bébés ou tout jeunes. Bon, alors ça demande de s'observer. Et j'ai vu, à maintes reprises, l'inverse. Des femmes très maternelles avec les bébés, mais qu'à partir de 4-5 ans, là, ça les intéresse moins. Fait qu'il faut être conscient de ça. Et deuxième question, elle disait, est-ce que ce serait préférable de les intégrer graduellement? C'est qu'elle a un objectif de 5, elle en fait entrer une semaine, puis faire... Sais-tu pourquoi je réponds oui? Pour elle. Pour elle s'adapte. Pour qu'elle s'adapte et que l'enfant, le nouvel arrivant, s'adapte à elle. Bon. Alors, tu comprends? Oui. C'est pour elle et non pas pour les enfants. Alors, Nathalie, voilà pour vos réponses. C'est intéressant. La règle veut que les petits-enfants lèvent les yeux et regardent les adultes. L'adulte est à l'aise, l'enfant devient rapidement à l'aise. Oui. L'adulte est inquiet, l'enfant devient rapidement inquiet. Le bébé, le très jeune enfant. L'adulte est tendu, l'enfant le perçoit. C'est ça. Alors, une gardienne qui se retrouverait dépassée parce qu'elle en a trop, ça marche pas. Les petits-enfants, là, ils vont tous lever les yeux, là, puis ils vont tous arrêter de parler et ils vont tous arrêter de sourire. Merci, Pierre. C'est très clair. Comment ça se fait, m'écoute? On a peut-être besoin de se dire ça. Pierre, si on se rassure, c'est correct, ça? J'aimerais que les mots que je viens de prononcer viennent de la bouche de femmes. Mais c'est vous qui êtes psychiatre ici, puis c'est à vous qu'on pose la question. C'est correct, ça? Bon. On parle à Jonathan. Dans les dents. T'avais déjà pas parlé, Mario. Bonjour, Jonathan. Est-ce qu'on a notre Jonathan? Hello? Bonjour. Oui, ça vous parlait à M. Mayou. Oh oui, il vous écoute, M. Mayou. OK. Moi, je suis atteint de schizophrénie. Oui. J'aimerais savoir si mes médicaments, ça me gobe mon énergie.
c'est à cause des médicaments. On dirait que ça me démotive, mettons, pour faire des affaires, comme aller retourner à l'école, là, ben, travailler, là, ben... Oui. Ça dirait que ça me coupe, ça dirait que ça me casse, comme vous dites, là. Pardon? On dirait que ça me casse, ça me coupe. Ça... Oui. Bonne pense... question jusque-là. Est-ce que c'est la maladie qui vous fait cet effet-là ou c'est le traitement mal ajusté? Très bonne question. Ça, je sais pas, là, mais... C'est peut-être la maladie, mais on dirait que c'est plus le problème. Depuis que je prends ces médicaments-là, je m'endors, je me couche vers minuit, puis à 2 heures, je me lève, 2-3 heures, je me lève, tu sais. Puis... Vous dormez beaucoup? Ben, en masse, pas mal. Je ne vois pas ma vie, je dors. Oui. En avez-vous parlé avec votre médecin traitant? Oui, mais ça... Il m'a dit de prendre ça, puis c'est ça. Oui, mais vous prenez quelle dose, là? Je prends 2 grosses vertes Risperdal. Oui. C'est des combien, les grosses vertes? C'est des 4. OK, vous prenez 8 mg, oui. Puis je prends 3 petites pilules de Camadrin, les plus petites, là, les blanches. 3... Oui, Camadrin, 5 mg 3 fois par jour, oui. Oui, c'est ça. Plus une pilule d'Istantil bleu. C'est moi qui m'avais appelé pour ce sujet de cette affaire-là. Pour une pilule de? Istantil. C'est moi qui vous ai parlé de ce produit-là, puis vous connaissez pas ça. Non, on ne le connaît pas. Ah, c'est ça. C'est un anti-allergène, puis ça fait dormir. Ah, OK. Un anti-allergène. Ouais. Bon. J'ai regardé dans le dictionnaire des médicaments, puis ça. OK, c'est un antihistaminique, quelque chose comme ça? Oui, c'est en plein ça. Bon, ben regardez, Jonathan, au niveau de votre schizophrénie, qu'est-ce que ça dit ces temps-ci? Comment va-t-elle? Quand je peux m'adresser à ma voix, mais c'est pas clair. Elle dit tout la même affaire. Elle est comme présente avec moi, là, mais quand je parle pas, elle parle pas. OK. Mais vous pouvez facilement entendre une voix qui vous fait la placote? Ben, c'est pas une grosse placote, elle répond puis ça arrête là. Ça est comme bloqué, ou là. OK. Et elle vient d'où, cette voix-là, quand vous l'entendez, là, ces temps-ci? C'est comme si je me parlerais comme dans ma bouche. Comment vous expliquer ça, donc? Je parle avec ma bouche, puis ça répond. Puis maintenant, je peux te parler, puis ça, j'entends rien, là. Oui. C'est juste quand je me parle à moi, là. Oui. Mais il faut que ça parte de ma bouche. C'est spécial, là. Mais des drôles d'idées, des peurs quand vous vous déplacez sur la rue? C'est pas ça. L'impression, lorsqu'il y a du monde, vous allez dans des endroits publics et qu'il y a du monde qui parle entre eux ou qui rit, est-ce que ça vous fait quelque chose? Non, pas tout. J'ai aucun effet psychotique à part ce petit effet-là. À part ça. Puis vous avez quel âge, Jonathan? J'ai 25 ans. C'était diagnostiqué quand j'avais 20 ans. Oui. Puis j'ai regardé mon piqué au début, puis après ça, ils m'ont emmené sur le Risperdal. Ouais. C'est bien ta main. J'aimerais ça commencer l'école, commencer à travailler, puis ça marche pas. Votre concentration, qu'est-ce que ça dit? C'est beaucoup de misère. Elle est pas bonne, hein? Oh, déjà d'avant, j'avais pas beaucoup de concentration. J'ai eu des problèmes à l'école, puis... Est-ce qu'il y a moyen de remédier à ça? Non, c'est pas évident. C'est pas évident, mon Jonathan. Là, pour vous dire, je travaille pas, je suis bien insociable. C'est pas valorisant, là. Ouais. Puis je vois pas ma vie, puisque je dors tout le temps. Vous le prenez à quelle heure, votre Risperdal, le soir? Direct avant de me coucher. Ouais. Puis si vous le prenez à 8h30? Je vais m'endormir à 9h30. Vous allez vous endormir à 9h30. Est-ce que ça va vous donner la chance de vous lever un peu plus tôt? Je penserais pas. Je passe tout le temps. Vous passez tout droit jusqu'à midi, 1h? Ouais, c'est ça. Puis quand je prends juste mon Risperdal, puis mon Camadrin, pas la pilule bleue pour dormir, je dors pas de la nuit. C'est bizarre, Ah, ouais? L'antihistaminique le fait dormir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben là, c'est parce que c'est une concoction. Le produit que vous utilisez, je le connais pas. Puis... C'est marqué PMS dessus, puis c'est bleu. Oui, mais PMS, ça, c'est une compagnie qui fait des pilules. Là. Oui, ils font la même chose que Procyclidine. Oui, c'est ça. Mais c'est le mot après là, que je connais pas. En tout cas, c'est ça, là. Ah, puis quand vous prenez pas l'antihistaminique, vous dormez pas? Je dors pas de la nuit. Je peux me coucher à 7 heures le lendemain, pour tout vous dire. Pierre, votre espèce de médicament dont vous parlez tout le temps pour les troubles de sommeil, Nosignan, qui est aussi un antipsychotique. Écoute, il faudrait que vous en discutiez, Jonathan, C'est un psychiatre qui vous suit ou un médecin généraliste? C'est un généraliste, puis là, je reste à Chicoutimi, puis mon médecin est à Forest-Ville, fait qu'il faut que je descende à Forest-Ville pour le voir. Puis c'est bien tannant, puis je pourrais d'avoir un médecin à Chicoutimi, là. Ah ouais, c'est ça? Je suis mal foutu en grimme, moi, de dire. OK. La prochaine fois que vous verrez votre médecin, l'antihistaminique, l'anti-allergène que vous prenez le soir, là, suggérez donc à votre médecin voir si ce serait pas possible de contempler utiliser du Nosignan à la place. Nosignan? Ouais. OK, oui. Je
pourrais demander ça, là. En tout cas, c'est sûr que c'est pas évident, parce que votre maladie... Ouais, puis je suis pas devant vous non plus, on est tous au téléphone, tout, je comprends ça, il y a pas de trouble. Mais c'est pas... Votre maladie ne semble pas complètement contrôlée. Vous entendez encore des voix qui vous parlent, hein? Ben, c'est un fond, j'appelle ça un fond de voix. C'est bien spécial. Puis tant qu'il y a ce fond de voix-là, votre concentration pourra pas revenir à la normale. C'est ça qui est handicapant, là, dans votre cas. Ouais, je sais même, puis on dirait que l'expert l'antipsychotique m'empêche de réfléchir, c'est bizarre. Là. Non, ça par exemple, c'est pas ça. Je suis pas capable de me parler dans ma tête, je vais dire, je vais prendre mon café. Oui. Je suis pas capable de faire ça, là. Ouais. Non, ça c'est pas l'antipsychotique, c'est la maladie qui vous empêche de bien vous sentir dans votre cerveau. OK, ouais. Faut pas confondre. Allez, bonne chance, Jonathan. Merci. Bye. Une autre piste. Faut être persévérant. Pierre, faut être persévérant pour arriver à contrôler la schizophrénie. C'est pas évident. Ouais. Mais moi, je retiens toujours ce que vous avez mentionné un jour, que ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Oh, oui, puis là, tu arrives à une zone de confort où la personne est capable de fonctionner assez bien. En autant qu'on arrive à bien contrôler les symptômes de la schizophrénie, les hallucinations auditives, entendre des voix, c'est ça qui n'est pas toujours facile. Là. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Tribune libre du vendredi, 514-790-0224, 1-800-667-5241, puis on parle tout de suite à Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour Mélanie. Bonjour, moi, je suis vraiment nerveuse. C'est la première fois que je parle à la radio, donc je suis pas vraiment habituée. Hein. Bienvenue. Merci. Puis si je vous appelle, c'est parce que je suis plus capable de ma situation, puis je me dis que vous pouvez peut-être m'aider. Pour faire une histoire courte. Pardon? Pour faire une histoire courte, j'ai 22 ans, je suis étudiante au bac à l'université. Oui. Je suis en relation avec un homme depuis 3 ans. Mm-hmm. Et pour des raisons évidentes, on va l'appeler numéro 1 parce qu'il y a un numéro 2 depuis à peu près 6 mois. Oui. Et donc, c'est ça, là, je suis en relation avec 2 hommes à la fois. Je sais plus où ce que ça s'en va. J'ai l'impression d'aimer les deux. C'est l'enfer. Je dois continuellement mentir, évidemment. Mm-hmm. Mais vous vivez pas sous le même toit que le numéro 1? Non. OK. Pas du tout. Bon. Donc, numéro 1 habite près de chez nous, mais numéro 2 habite quand même à peu près 2 heures de distance. Donc, on se voit aux 2-3 semaines environ. Avec numéro 2? Oui, avec numéro 2. Oui. Et quand vous voyez, vous faites quoi avec numéro 2? C'est très, très, très physique, très sexuel. Mais ça a commencé comme ça, dans le fond, mais je veux dire, à force de... Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez dire par très physique, très sexuel? Ça ne nous dit pas grand-chose, là. C'est une attirance physique. On s'est rencontrés dans un bar. Alors, dès le premier soir, on a couché ensemble et on a voulu se revoir. C'était tout le temps par rapport à ça. Dès le premier soir, vous avez couché ensemble à quel endroit? C'est une amie qui nous a hébergés, là. En fait, on était comme 2 couples. C'était pas ensemble, évidemment. Là. C'était 2 couples séparés. Là. On a rencontré, moi et mon amie fille, on a rencontré ces 2 gars-là. Oui. Puis on a été couchés chez elle. Oui. Puis c'est là que ça c'est arrivé. Oui. Puis depuis ce temps-là, on s'est toujours revus. Ça a toujours été sexuel. Puis avec le temps, j'imagine, on a comme développé des sentiments, mais ça reste que c'est beaucoup sexuel. Mais ouais, c'est quand vous dites beaucoup sexuel, là, à part de copuler, vous faites quoi? Ben, évidemment, comme je vous dis, étant donné que j'habite quand même à 2 heures de distance, quand on se voit, c'est pour plus qu'une soirée. Là. On passe des journées ensemble. Donc oui, il y a des activités, c'est pas juste... non, mais très sexuel. Qu'est-ce que la sexuelle... Alors là, OK, laissons ça là pour l'instant. On a un certain topo. Alors, numéro 1, que vous fréquentez depuis 3 ans. Oui. Il se passe quoi, lui, là? Vous le fréquentez? C'est une relation sérieuse, là. Non, mais écoutez, dites-nous quelque chose, là. C'est une belle relation, au moins. Oui, c'est beau, mais je veux dire, depuis une couple de mois, j'ai plus d'attirance physique pour lui. C'est devenu mon meilleur ami. Bon, alors, mais numéro 1, ne vous attire pas sexuellement. Non. On a comme un petit problème. On ne peut pas dire énorme, hein, Pierre? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 1, qui ne vous attire pas ou qui ne vous attire plus? Il y a des détails qui font en sorte que mon attirance pour lui est devenue nulle. Nommez-les. OK. Sa personnalité, des petits défauts qui sont devenus très grands pour moi. Nommez-les. C'est un petit gars. Il faut qu'on le prenne par la main. Il faut que je le pousse. Il n'y a pas d'initiative. Il n'est pas débrouillard. Bon, alors, pas d'initiative. C'est
pas un homme, comprenez-vous? Il est comme pas débrouillard. Non, c'est ça. Immature. Exactement. Et ça, c'est bien maudit pour la lubrification, hein? Oui. Hein? Le numéro 2, ben, il est totalement l'opposé. Donc, il y a tout ça, lui. Quel âge a numéro 1? 28. Et quel âge a numéro 2? 26. 26 ans. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, numéro 1? Rien. Pardon? Rien. Il étudie pas, il travaille pas? Il travaille plus. Il attend pour retourner à l'école. Non, il vit de quoi? Il vit de maman et papa. Il est encore à la maison. Oui. C'est ça? Il est chez ses parents? Oui. Et vous êtes en appartement? Non, moi, j'habite chez des parents, en fait, chez ma mère, mais je vais à l'école à temps plein. Oui. Je veux dire. Okay. Oui. Et numéro 2, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bon, numéro 2, travaille pour le gouvernement, il s'achète un condo, il y a des projets, il ramasse son argent. Non! Oh là, vous allez me toucher. Il est économe. Oui. 26 ans, puis il ramasse son argent. C'est pas pire, ça, hein? Hey, c'est ça. Ça, là, ça fait lubrifier une femme, hein, Mélanie? Oui. Non, ben écoutez... Mélanie... Oui. Il est fonceur, c'est ça que vous aimez. Et au niveau des caresses intimes? Non! Lui, numéro 2, c'est dans la chambre que ça se passe. À l'extérieur de la chambre, il est vraiment moins démonstratif. Non, ben oui, c'est ça que je vous dis. Alors là, on va se diriger graduellement vers la sphère sexuelle. Alors, avec numéro 1, ça fait combien de temps que vous n'avez pas copulé? 3 mois. 3 mois sans copulation? Oui. Mais Mélanie, les auditeurs, là, sont comme moi, ils ont une question. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez avec numéro 1? Oui. Ben, numéro 1, c'est le genre de gars qui est tellement fin, qui sait que moi, en tout cas, je mets ça sur le dos de mes études. J'ai trop d'études, je pense à trop de choses, j'ai pas le goût. Lui, il ira jamais, il n'osera pas me le demander. Mélanie, rationalisation de bas niveau. Qu'est-ce que vous foutez avec numéro 1? Fait que là, on remonte de niveau. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Numéro 1, je me vois avec lui dans le futur comme père de mes enfants, comme bon mari, que je sais que peu importe... Mélanie, vous avez 22 ans, là. Oui, écoutez... Non, mais vous allez comprendre, peu importe ce qui va arriver, lui, il m'aime, c'est de l'amour. Mélanie, bullshit! Non, je vous le gars est immature, il ne fera jamais un bon parent, il n'est pas débrouillard, c'est un têteux, il n'est pas autonome, il n'y a aucun avenir devant lui. Mélanie... Vous manquez de jugement. Puis Mélanie, je vais en sortir une autre. Tout à coup, vous êtes stérile, puis qu'il n'y en a jamais d'enfant dans votre couple, avec lui. Il n'y aura pas de couple. Allez, Mélanie, faux problème. Vous aimez ça, vous aimez vous faire têter par un têteux. Il est venu vous chercher numéro 1 dans votre instinct maternel. Méfiez-vous de ça. Les têteux sont à rejeter. Bye. Bye, Mélanie. Oh là là, quelle mauvaise lecture. Mais c'est drôle parce que expliquer, pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est clair. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, c'est étonnant. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont déjà mentionné ça en ondes, Pierre. Le fait d'expliquer son cas, le fait de parler à un ami, juste s'entendre parler, tu sais, l'effet miroir, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Parce que tu entends ta voix, il y a un retour. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Et tu trouves ta réponse par toi-même, c'est même pas les autres qui vont te la donner. C'est ça. Peut-être que Mélanie va repartir et va dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est ça. N'est-ce pas? Elle prétendait qu'elle aimait 2 hommes, ce qui est totalement faux. Alors, elle est attirée vers un et elle est têtée par l'autre. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui s'amusent à solliciter chez des femmes leur instinct maternant. Et est-ce qu'on peut soupçonner qu'elle en a déjà un instinct maternel parce qu'elle pense à long terme, elle aura des enfants? Elle a un instinct maternel très fort dont elle n'est pas consciente. Et c'est pour ça que souvent... Mais lui, il l'est, par exemple. Souvent, je dis, et je répète qu'il y a des femmes comme intervenantes qui ont avantage à se méfier de leur instinct maternel. Parce que ça peut intervenir dans leur relation. Écoute, et je ne suis pas le seul. Je vais te lire un petit courriel, Janine. Oui. J'ai 30 ans, je vous écoute quotidiennement depuis 10 ans.
Il y a quelques années, j'avais une conjointe que j'aimais beaucoup, mais qui était bloquée au niveau de l'affection. Je me souviens d'une semaine en particulier où je me suis dit, si elle pouvait comprendre ce que je ressens pour elle, il me semble que tout serait plus facile et que la réciprocité serait plus grande. Le même soir, en faisant la vaisselle, je l'ai simplement enlacée dans mes bras en la regardant tendrement. Elle m'a regardé, les yeux tout écarquillés, et, vraiment surprise, elle me dit, « Francis, je sens une chaleur qui sort de ton cœur et qui passe à travers moi. C'est comme si l'amour me transperce. » Je me suis dit que c'était merveilleux et que cela contribuerait probablement à améliorer la petite impasse que nous avions ensemble. J'imagine, Janine, qu'à ce stade-ci, tu es absolument touchée et ravie. Oui, j'attends la suite. Attends la suite. Oui. La semaine suivante, nous mettions fin à la relation. Oui. Connaissant le type de relation qu'elle avait avec sa mère et avec un peu de recul, je crois que comme ce qui est inconnu fait peur, elle a pris panique. C'est ça. J'aimerais avoir votre idée là-dessus. Merci d'exister et d'être. Il a ciblé, hein, Pierre? Janine, il l'a ciblé direct là. Oui, dans le cas de Mélanie, elle vit une relation qui a de l'allure, qui est affectueuse, qui est sexuelle, qui est intense, avec quelqu'un qui a du bon sens, avec un jeune homme de 26 ans qui a du bon sens, qui est économe, qui veut des projets, qui veut s'acheter un condo. Il y a de la drive, les gars. Elle est incapable de démarquer entre l'affection véritable, l'attention véritable et l'intérêt à l'évolution d'avec un autre qui est accroché, pendu à ses mamelles. C'est quand même spécial. Oui. C'est là que tu vois. Cette jeune femme-là devrait se demander, mais quel est mon problème avec l'affection? Oui. Tu sais, je résiste à une relation véritable pour continuer avec une espèce de macabé avec qui je n'ai pas de relation sexuelle depuis 3 mois, qui ne va nulle part, il travaille pas, il fout rien, il a 28 ans, une espèce de légumineuse. Elle va. Comprends-tu? Si elle réagit pas vite, elle va perdre des années de sa vie. Alors on parle à Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Madame Ross. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Dr Mayou. En débutant, je vous appuie Dr Mayou pour votre poursuite contre vous-même. Vous me donnez du gosse. Donc lâchez pas. C'est comme Maurice Richard, tu sais. Allez, il me donne du gosse cet homme-là, puis vous êtes un modèle. Je suis sur la route présentement, je suis par affaires. Oui. Et puis j'ai pris votre ligne, puis depuis hier, je vous écoute, puis plus je vous écoute, puis plus vous me redonnez du gosse. Enfin, le message est passé. OK, allez. Bon, j'ai eu un épisode dépressif l'an dernier, grosse dépression majeure. Oui. On me bourrait de Celexa, de Réméron. Oui. Jusqu'au jour où on me fait voir un psychiatre. Oui. Et pour moi, voir un psychiatre, c'était dégradant, Dr Mayou. C'était... Ça va mal quand on voit un psychiatre. Oui, c'est ça. Et on me prescrit de l'Effexor, 37,5 mg. Oui. Et je veux vous dire que depuis ce temps-là, ma vie s'est améliorée à 80 Vous savez, l'anxiété, c'est paralysant. Ça l'enlève la confiance en soi. Je me rends compte que j'en avais presque jamais eu en moi. Malgré une réussite professionnelle, mais toujours cette peur-là, puis ce syndrome de l'imposteur-là, à dire pourquoi ils m'ont choisi. Ils vont découvrir que je suis pas bonne, que j'arrive pas, que je suis pas comme les autres. Et où a-t-on recueilli et développé ce manque de confiance en soi? Oh, ça là. Bon, mère alcoolique, qui était surprotectrice, fille unique, famille éclatée, un père qui n'a jamais aimé ma mère. Donc, moi, j'ai suivi ma mère toute mon enfance à côté d'elle, à 4-5 ans, conduisant en état d'ébriété. On a frappé des camions, puis... donc, ça n'a dû pas sûrement aider la condition... Quel âge avez-vous, Marie-Thérèse? 46 ans, Dr Mayou. 46 ans. Oui. Ça doit être un petit peu insécurisant pour un petit bout de chou, là, de voir sa mère comme ça. Tu peux, hein? Oui, sauf que je savais que c'était pas normal, Dr Mayou. Vous savez, mesdames, vous me faites plaisir cette semaine parce que, Janine, je te répète que de plus en plus, il y a des femmes qui appellent pour mentionner que leur mère est alcoolique. Oui. Et c'est un phénomène nouveau à notre tribune, Marie-Thérèse. On n'a jamais eu autant d'appels depuis une semaine de femmes qui disent « Ma mère est alcoolique ». Oui, mais c'était tabou dans le temps, Dr Mayou. Je le sais, c'est ce que je m'évertue à dire. Vous l'aviez jamais dit, Marie-Thérèse? Plus jeune, à quel âge vous avez commencé à réaliser puis à pouvoir le dire que votre mère était alcoolique?
Oh là là, ça fait pas longtemps, ça fait pas longtemps. À peu près 10 ans que j'ose le dire, puis depuis que les faits là, qu'on entend, la résilience et tout ça, c'est là que moi j'ai osé m'affranchir puis le dire. Parce que c'était l'homme qui devait boire, puis c'était normal, la femme faisait des tartes. Moi, j'en ai jamais eu de tartes quand j'étais enfant. C'était très rare que ça sentait la bonne soupe chez nous. Là. Vous savez, Marie-Thérèse, je pense que je suis pas capable de résister. Le clivage homme-femme au Québec culturel. La méchanceté chez l'homme, la bonté chez la femme, puis vogue la galère. Mais quelle race de pleutes avons-nous été? Nous avons clivé les sexes au Québec. Gang de morons incroyable. Je suis... En tout cas, le phénomène de clivage, là, ça veut dire ça, coupé en deux. Comprenez-vous? Il n'y a plus de zone grise. La méchanceté pour les hommes, la bonté, la méchanceté, l'ivrognerie, la cochonnerie, il y a l'affaire. Pour les abus sexuels, c'est vrai, par exemple, ça, c'est uniquement les hommes. Mais pour le reste, là, et du côté des femmes, la bonté, la vertu, le maternage, la patience. Et pourtant... Mais quel maudit mensonge! Mais c'est parce qu'on voulait pas mettre de mots, Pierre. La tribu qui nous a précédés, étiez-vous tombé sur le capot? Mais on voulait pas mettre de mots. Les gens ne mettaient pas de mots là-dessus. Dans toutes les familles, il y en avait des femmes pas correctes. Mais on ne ciblait pas ça. Mais on clivait quand même. Oui, on le cachait. On le clivait, on séparait, on disait non, la méchanceté, c'est juste du côté des hommes, puis la bonté, c'est juste du côté des femmes. Et quand j'étais en médecine, ils m'ont fait chier. Ils m'ont fait chier pendant mes études de médecine. Quand ils ont commencé à nous dire, on va augmenter le nombre de femmes pour humaniser la médecine. Ça m'a vraiment fait suer. C'était une insulte, et je pense que j'étais le seul à être en beau maudit après ça. Quelle insulte! Maudite gang de cliveux, de pas brillants, de morons. Donc, des morons instruits, là. Bon, je me tais. Je me suis fait plaisir, Marie-Thérèse, je vous écoute maintenant. Mais ayant soulagé ma catharsis, je n'utiliserai pas de terminologie vulgaire à la Guy Fournier, mais ma catharsis est complète. Ben, merci quand même. Alors moi, avec l'effexeur, comme je vous dis, ça m'a grandement aidé. Là, je me demande, le 75 mg qu'on m'a prescrit, il m'a donné des nausées, des étourdissements. Que là, je me dis, bon, j'ai atteint un niveau que je vous dirais confortable à bien maîtriser cette anxiété-là, et j'arrive à très bien fonctionner. Là, je me dis, est-ce que j'arrive à l'autre étape pour passer aux 75 mg, malgré les effets secondaires? Je l'ai pris pendant 2 jours. Est-ce que je devrais continuer? Ou... Est-ce que les effets secondaires s'estompent? Ma première question. Ah, ça dépend pas nécessairement. Non, c'est que votre organisme ne le tolère pas. Et là, preniez, j'ai cru comprendre que vous preniez 37,5? Oui, c'est bien ça. Ben oui, mais pourquoi augmenter à 75? Pour être encore mieux. Ah, non, ça marche pas comme ça. Vous ferez ce que vous voudrez, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est relativement bien comme ça. À 37,5, vous bénéficiez d'un petit effet anxiolytique, et c'est probablement ce qui vous a rendu le plus grand service. Au lieu de vous mettre à l'Ativan ou au Rivotril, qui sont très Tu deviens addict, c'est ça? Oui, bon, on n'est plus pas mieux, hein? Oui. Tu as une accoutumance, tu développes une accoutumance. C'est ça, exactement. Bon. Ils sont propices à l'accoutumance, et au moins avec l'effexor, il n'y a pas d'accoutumance. Et vous avez beau l'essayer, vous suivrez les conseils de votre médecin, mais surprenez-vous pas que vous ne tolérez toujours pas 75. Alors, c'est pas plus on en prend, mieux on sent. C'est, Marie-Thérèse, dans votre cas, je craindrais que plus vous allez grandir, plus vous allez vous sentir bien. Elle va descendre. Marie-Thérèse. Attendez, j'ai une autre question. Allez-y. Oui. Et les troubles anxieux généralisés, Dr Mailloux, est-ce que ça s'estompe avec les années sous médication ou ça reste? Ça dépend, la même réponse que pour l'autre avant, ça dépend de votre capacité de maturer. Alors, plus vous allez maturer, mieux vous allez vous sentir, et plus le tag va prendre le bord. Bye, Marie-Thérèse. Merci, continuez, Dr Mailloux. Bon parcours, Marie-Thérèse. Bye. Est-ce que je redonne les numéros de téléphone? Oui. 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, c'est notre tribune libre du vendredi si vous avez des questions qui sont très personnelles. Il n'y a pas de thème le vendredi. Ouais. Alors, comment vous dites ça? Et vogue la galère. Vogue la galère. Hein? C'est ça. Effectivement. Fait que vous êtes défoulé, Pierre? Ah, catharsis. Bon. Mais je m'interroge sur un point. Laquelle? Vous dites qu'en entrant à la faculté de médecine, quand vous nous avez expliqué là, tantôt, mais c'est en pratiquant la médecine que vous avez perdu des illusions sur les rôles. Ouais. Ah oui, plus tard. Oui, mais c'était plus tard encore. Oui, c'était très décevant parce qu'on a essayé de nous vendre la salade
que, écoute, c'était pas de mes affaires qui augmente le ratio homme-femme en médecine. C'était la raison invoquée que je trouvais extrêmement méprisante envers les hommes. Mais parce que vous avez dit quelquefois, Pierre Andon, que vous aviez, vous aussi, nourri votre esprit de cette illusion. En partie. Ils nous ont vendu la salade, ça méritait. Mais je dis, peut-être qu'ils ont raison. Non, mais toutes les femmes étaient bonnes. J'ai fini par douter de moi. Écoute, c'était très insultant. Je dis, peut-être qu'ils ont raison. Ben, j'étais jeune. OK, c'est ça, donc. Fait que vous avez donné la chance au coureur. Ah, oui, tout à fait. Définitivement. Bon. Jusqu'à temps que je réalise que c'était faux, et particulièrement dans plusieurs sphères. D'ailleurs, Janine, attends un peu. Tu vas voir qu'on a des courriels. C'est fascinant, les courriels. Jean qui nous écrit. Écoute bien ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. OK, après. On correct. Revient avec le courriel. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on va immédiatement... c'est vrai, votre courriel. Mon petit courriel, parce qu'il est unique. Première fois que je reçois un courriel de ce style-là. C'est un Jean qui nous écrit ceci. Bonjour, Monsieur Mayou. J'aimerais que vous m'éclaireriez sur une piste de réflexion. Serait-il possible que ça prend un homme thérapeute pour guérir d'une blessure d'enfance à cause qu'une fois la fusion d'avec la mère serait supposée être terminée, c'est le rôle du père à prendre en charge les enfants? Étant donné que la thérapie est une sorte de reparentage du client, ça prend une figure paternelle, solide, calme et forte pour passer à travers les moments difficiles et sans vouloir dénigrer les femmes personnellement, je n'ai jamais été rassuré dans ma vie par aucune femme. Est-ce que c'est une femme ou un homme qui écrit, Pierre? C'est un homme. C'est un homme. OK. C'est seulement un homme et Jean. C'est seulement avec la présence d'un homme solide dans ma vie que j'ai pu être rassuré. J'espère que c'est clair. Merci, Jean. C'est assez particulier. C'est la première fois qu'on reçoit un courriel avec ce genre de questionnement-là. Je n'ai pas les réponses. L'intervention, le questionnement est très légitime cependant et devrait amener chacun des sexes, lorsqu'il intervient auprès des êtres humains, à reconnaître point fort, point faible, limite. Oui. Bien dit, hein? Oui, très bien dit. Hein? Oui. Puis est-ce que les hommes trouvent facilement des psychologues ou des psychothérapeutes masculins? C'est pas certaine? Hein? Parce que chez les psychologues, maintenant, vous avez, quand c'est une profession, psychologue, travailleuse sociale, 85% féminin. C'est ça. Et là, la psychiatrie est en train de se gommer de femmes comme ça se peut pas. Gommer entre guillemets, là, se pourvoir. J'aurais dû dire se pourvoir, se remplir, mais je n'oserais jamais dire se bonifier. Bon, alors on parle à Annie. J'ai dit, ils sont du poli, quel langage châtié. Ah, Pierre. Vous ne traitez pas toujours flanc vos détracteurs si facilement. On parle à Annie. Bonjour Annie. Mon langage. Bonjour Annie. Bonjour. On vous écoute. C'est ma toute première fois. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est votre émission de lundi qui m'a interpellée. Oui. Concernant les personnalités limites. Oui. Puis avant de vous dire comment que ça a débuté tout ça, on m'a diagnostiqué personnalité limite. Oui. Mais c'est jamais le psychiatre qui m'a donné le diagnostic. Je l'ai su parce que je suis allée chercher mon dossier. Il vous a rien dit? Il vous a pas expliqué? Non, j'ai jamais eu d'explication. Sauf que j'avais une dépression majeure aussi. Ça, j'étais pas innocente. Je l'ai vu par moi-même. Oui. Mais pour la personnalité limite, on me l'a pas dit. Donc ça a commencé en janvier 2005. C'était une séparation. Puis un petit peu plus tard, un décès d'une petite fille de 8 ans proche dans mon entourage. Oui. Puis là, c'est quand je l'ai vu dans le cercueil, là, le chapeau, il a sauté. C'était quoi votre lien avec cette petite fille-là pour que ça vous rejoigne comme ça? C'était la petite fille de ma meilleure amie. Oui. On était très proches. Puis de voir un enfant de 8 ans dans un cercueil, ça a comme pas passé. Oui, racontez. Donc, ça n'a pas passé, le chapeau a sauté. Ça me dit rien, moi, le chapeau a sauté. J'ai pété une coche. Ça me dit rien de plus. Ben là, mon comportement a commencé à changer. C'est-à-dire, expliquez-vous. J'étais renfermée, je parlais pas beaucoup, je me détachais des gens, je mangeais moins, j'avais plus d'émotions, j'étais rendue transparente, j'étais rendue vide. Là, j'ai rencontré mon médecin de famille.
Attendez, laissez-moi faire le médecin. Parlez-nous de vous. Les propos des médecins, là, vous n'êtes pas ici pour ça. Vous êtes ici pour parler de vous pour une fois qu'on veut vous écouter, Annie. Vous avez quel âge? 25 ans. Vous avez 25 ans. Ben là, vous l'avez pété où, la coche, là? C'est quoi, péter la coche? Ah, mon Dieu. J'aime pas parler de moi, hein. Fait que ben, je le sais, chère Annie. Imaginez-vous donc que le problème, il est là. Ça n'a pas été trop long de... Hein? Mais pas pire, Pierre. Quatre d'affilée. Elle a répondu à votre question. Renfermée. Non. Ouais. Attends un peu, là. Non, moi, là, je suis au côté du cercueil. Je suis resté là. On retourne là, donc. On retourne au cercueil. OK. Annie, ramenez-nous au cercueil. Ben, la seule image qui me revient, c'est quand je suis rentrée dans la porte d'Ache, puis que j'ai vu la petite. Oui. Là, j'ai éclaté, puis je me suis mis à pleurer. Oui. Puis, de voir ma meilleure amie comme ça, aussi à l'envers, parce que c'était sa fille. Oui. Ça m'a arraché le cœur. Oui. Donc, est-ce qu'il est possible que votre cœur était déjà arraché? Oui, parce que là, la séparation est revenue dans ma tête. Oh! Puis, je suis en maudit en même temps. Parce que j'ai jamais compris la séparation. Oh! Je pense que je la comprends. Alors là, on avait une couple d'affaires à pleurer. Puis est-ce qu'il est possible qu'on avait encore d'autres affaires à pleurer? C'est pas mal les deux grosses affaires. Non, mais Pierre, une enfance dorée. Hein, Annie? Pardon? Une enfance dorée. Dans un palais doré. Non. Non, hein? Non. Alors, OK. Alors, on comprend très bien. Là, vous nous parlez. Comprenez-vous? Mm-hmm. Vous rentrez. Là, tous les auditeurs, on vous a tous suivis. Okay. Vous rentrez, vous voyez la petite fille dans un cercueil, la mère est pleurée comme ça se peut pas, et là, vous éclatez en sanglots. Mm-hmm. Mais, puis vous dites, vous avez l'impression que ça vous arrache le cœur. Mais le cœur était déjà arraché. Mm-hmm. Hein? Oh, oui. Séparation. Parlez-nous-en, on va remonter un petit peu. De la séparation? Oui. Je l'ai rencontré à mon milieu de travail. Oui. Je travaillais comme caissière, je l'ai rencontré là. Puis au premier regard, le cœur m'a arrêté, les papillons dans le ventre, je voyais plus clair. Oui. Puis, très forte attrait sexuel. Non, c'était pas trop sexuel. Annie. De votre part. Annie, au premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on voit? On voit le body. Ouais, c'est sûr, ouais. Ben, Annie, vous savez, vous êtes avec des adultes, là. Oh, oui. Bienvenue dans le monde des adultes, Annie. Vous le connaissiez pas, ce gars-là? Non. Pas ça. Non, alors, premier coup d'œil, hey, le gars, chaud le cœur, fait pit. Alors ça, là, c'est l'attrait sexuel, OK? OK. C'est l'animal en vous qui a réagi. Bon. Très fort attrait sexuel vers monsieur. Ouais. Qui avait quel âge? Dans ce temps-là, il y avait 25. Moi, j'en avais 23. OK. Un gars de votre âge? Parfait. Oui. Continuez. Bon, là, vu que je restais dans un petit village, ça s'est éparpillé, que j'avais le béguin sur lui. Oui. Parlons d'attrait, très fort attrait vers lui. Oui. Moi, j'aime bien le mot attrait, parce que c'est le vrai mot. Il n'y en a pas d'autre, Janine. C'est l'attrait. Alors, vous vous êtes senti très attiré. C'est certainement pas l'amour. Non. Il n'y a pas d'amour, puis c'est pas sa personnalité, puis c'est pas ses yeux, c'est le body. Alors, il y a un attrait, là, très fort vers cette personne-là. Oui. OK. Bon. Fait que là, par la suite, il a appris que j'avais un attrait très fort pour lui. Oui. Puis, il s'est plus présenté à mon travail parce qu'il voulait pas faire de conflit avec ses collègues. Ben oui. Donc, ça m'a pris 1 an pour l'avoir. Oui. J'ai persévéré pendant 1 an, puis à un moment donné, c'est arrivé, on s'est rencontrés. Alors, on reconnaît dans votre langage le côté animal. Ça m'a pris 1 an pour l'avoir. Le traquer. Le traquer, vous savez. C'est pour ça que vous comprenez que c'est biologique, c'est pas un reproche que je vous fais, là. Votre langage reflète votre attitude d'alors. Alors, on est dans les comportements instinctifs. Hein? Mm-hmm. Alors, il vous attire, puis vous voulez l'avoir. Bon, OK, 1 an, vous l'avez. Oui. OK. Donc là, on débute les fréquentations. Oui. Puis là, c'est devenu encore plus fort. Oui. Juste le fait d'être avec lui, j'étais bien. Oui. Ça a duré 1 an et demi. Oui. On était ensemble. Oui. Puis, en fréquentation ou vie commune? En fréquentation, mais j'étais plus souvent chez lui que chez moi. Oui, mais fréquentation. Oui. OK. Puis une fin de semaine, il est venu me reconduire chez moi. Oui. Après le week-end de Pâques. Puis je suis rentrée, comme si de rien n'était. On s'est embrassés, je suis rentrée. Il est reparti, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. OK. Oups. Bon. Oui. Il est disparu.
il ne pouvait pas disparaître trop loin parce que il était pas loin de chez nous, son travail aussi. Oui. Là, je l'appelais, mais j'essayais qu'il m'explique, mais il me donnait tout le temps de l'espoir. Oui. Ah là, c'est à cause de mon travail. Non, mais il n'était pas intéressé, le type, là. Non, je m'en suis rendu compte. Il faut respecter 3 ans ça. après que je m'en rends compte. Là. Pardon? C'est 3 ans après que je m'en rends compte. Ben oui, mais il a le droit de pas... Vous savez, c'est ça qu'est le problème. Vous étiez très attiré vers lui, puis lui, c'était pas réciproque. Lui, il n'était pas autant vers vous. Pour des raisons qui lui appartiennent. Bien que vous ayez eu des relations... Qui n'a pas nécessairement à vous révéler. Mais des fois, ça peut être trompeur, Pierre, parce que ça a l'air bon. Des relations sexuelles, puis tout ça, tu dis pourquoi ça marchait. Non, mais ça dépend, là. C'est que vous le sentiez. Est-ce que, Annie, est-ce qu'il nourrissait la même intensité d'attrait vers vous que vous aviez envers lui? Oui. Pardon? Oui. Ben non. Et pourquoi il vous a laissé? Dans les débuts, oui. Ah oui. Pour quelque temps. Mais ça n'a pas duré. Après combien de temps que vous avez senti que ça commençait à glisser un peu son attrait vers vous? 9 mois. Vous l'aviez senti, vous aviez instinctivement aussi? Oui. Ça se sent, ça, Annie, hein? Oui, ça se sent. Oui. OK. Alors, pour ces raisons, on ne les connaît pas, puis il ne vous les dira jamais. Bon. C'est ça. Alors, c'est sûr que ça a été une épreuve. Ça a fait mal, hein? Oh. Blessure narcissique importante. Avec raison. Bon, on va remonter maintenant. On va faire la pause, par exemple. OK, on va faire la pause. Oui. Je pense qu'on a d'autres appels, mais on va revenir à Annie. Oui, c'est important. C'est important. Chorus Québec. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on va boucler la boucle avec Annie, Pierre. Hein, vous aviez une question? Bon, Annie, oui. Vous êtes encore là? Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure que... OK. Vous voyez le cercueil, une petite fille de 8 ans qui est décédée. Elle est décédée de quoi? Un accident de voiture. OK, un accident d'auto. Elle est décédée. Sa mère est absolument éplorée. Ça vous arrache le cœur. Vous éclatez en sanglots. Puis, bon. Et là, on découvre que vous aviez été singulièrement blessé et meurtri par le fait d'être flushé par un ami. Et vous avez mentionné tout à l'heure avoir été en maudit. Parlez un peu de cette émotion-là. Parce que j'ai senti que je m'étais fait avoir d'aplomb. Qu'il avait tout mis ça beau pour qu'à la fin, il me flush. Oui. Bon. Mais par la suite, j'ai appris qu'il avait fait ça à d'autres aussi. Oui. Donc, c'est un maniaque en série. Oui, mais Annie, remontons. 8 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans votre vie? 8-9 ans, entre 8 et 10? Non. Qu'avez-vous vécu entre 8 et 10 ans? J'étais au primaire, puis j'étais le clown de l'école. J'étais le dindon de la farce. Oups, c'est-à-dire, on se payait votre tête? Oh, oui. Ou vous étiez une petite fille comique? Non, on se payait votre tête. Oh, oui. Oh, oui. Racontez. Je sais pas, les enfants m'aimaient pas. J'étais pas assez hot, j'étais pas assez cool. Je suivais pas la mode. J'ai tout le temps été une petite fille à l'exception des autres. J'ai jamais été quelqu'un qui suit les autres. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils m'acceptaient pas, je sais pas. Même encore aujourd'hui, sauf que les gens m'aiment, mais c'est par jalousie, parce que bon, je trouve... Annie, relation avec votre mère entre 8 et 10 ans. Normal. Annie. Relation, OK, vous dites que normal, décrivez-la. Relation avec votre mère dans cette période-là. Je m'en souviens pas. Pardon? Je m'en souviens pas. Alors, pourquoi vous qualifiez cette relation-là de normale si vous ne vous en souvenez pas? Comment peut-on qualifier de normal ce dont on est incapable de se souvenir? Parce que les moments où je me souviens, c'est normal. Pourquoi vous dites que vous ne vous souvenez pas de cette période-là entre 8 et 10? La plupart... période-là, non, je sais que c'est loin. Là. Ah oui, vous avez 25 ans et entre 8 et 10 ans, c'est loin pour vous? Oh, oui. La 2e, 3e, 4e année, c'est loin pour vous? Oui. Puis vous avez 25 ans? Oui. Ça, c'est pas normal. Elle ne veut pas. Hein? Elle ne veut pas revenir là-dessus. Non, il s'est passé des affaires, Annie, là. Vous n'étiez pas bien dans cette période-là. Alors, il est possible qu'il y ait de la souffrance qui se soit accumulée dans cette période-là et qui a simplement remonté à la surface en voyant la petite fille de 8 ans décédée.
Est-ce qu'il est possible que dans la période entre 8 et 10 ans, vous ayez vous-même songé à la mort? Non, ça s'est fait dernièrement. Mais dans le fond, c'était pour ça aussi que j'appelais, parce que en 2005, j'ai fait 3 tentatives de suicide. Puis là, ils m'ont rentré en psychiatrie pendant 1 mois. Ouais. C'est ça. Puis là, ça a été le cocktail de médicaments. J'étais rendu à 400 mg. Ils vous ont-tu fait parler de la période que vous avez oubliée pendant cette période-là? Non. Non. Bon. Puis là, je trouvais qu'il y avait trop de niaisage. Puis là, j'étais frustrée du diagnostic. Puis le psychiatre, je l'aimais pas. C'était un grand fendant. Puis j'ai tout arrêté après 4 mois de traitement. J'ai tout arrêté. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis retombée. Le 10 novembre, j'ai refait 2 autres tentatives en 48 heures. Puis là, je suis retraitée, mais je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'il est possible qu'entre 8 et 10 ans, vous ayez eu des idées de vous enlever la vie? Non. Ou que vous soyez devenu terriblement désemparé? Je m'en souviens pas. OK. Bye. Laissez mijoter ça tranquillement, OK? Puis vous pouvez très bien nous rappeler un de ces vendredis. Bon. Bye, Annie. Alors, bye. Bye. Donc, la mijoteuse. La mijoteuse, laissez macérer parce que c'est pas normal de ne pas se rappeler de sa période de vie entre 8 et 10 ans, ça c'est sûr. Mais surtout lorsqu'on a 25 ans, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Mais ce qu'elle dit, puis ça, Pierre, ça me frappe chaque fois. C'est un grand fendant. Le psychiatre est un grand fendant. Est-ce que c'est ça une relation thérapeutique quand t'as quelqu'un qui est sur le bord du suicide? Pierre, c'est scandaleux. Oui, mais c'est scandaleux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on vous apprend dans les universités? Non. C'est un phénomène de sélection. C'est pour ça que Mayou ne fit pas dans le décor de la psychiatrie québécoise. C'est un phénomène de sélection. Il fit pas. Il n'a pas l'air d'un vrai psychiatre. Puis il a une grande gueule en plus. Est-ce qu'on apprend la relation thérapeutique, Pierre, quand on devient psychiatre? Oui, à McGill, oui. Ailleurs, ça, je ne le sais pas. Là, j'ai fait mes études à McGill et oui. Il vous le mentionne pendant vos cours, que tu dois au moins établir un lien de confiance avec ton patient. C'était beaucoup plus que ça. C'est qu'on était supervisés et les sessions étaient enregistrées et les enregistrements étaient écoutés par nos superviseurs. Alors, la qualité de la relation était étudiée de près, suivie, scrutée à la loupe. Est-ce qu'il y avait des commentaires comme « Qu'est-ce que tu as établi là, avec le patient? » C'est bien évident. Ouais. On était supervisés pendant des années. J'ai été supervisé. Des années? Après avoir terminé? Non, avant. Pendant la formation. OK. Pendant la formation, j'ai été supervisé de très près, les entrevues enregistrées, etc. Maintenant, on ne fait pas ça partout, ma chère Janine. Alors, c'est pour ça que McGill est une université considérée supérieure par beaucoup. Est-ce que c'est élémentaire, Pierre? Espèce d'élitiste. Il va devenir élitiste en vieillissant, je te le dis, je te le prédis. Oh, vous allez parler comme ça? Oui. Bien dans sa... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, Pierre, on va tout de suite à Caroline, à notre tribune libre du vendredi. Bonjour, Caroline. Bonjour, Janine. Bonjour, Dr Mayou. Ça va bien? Bonjour, Caroline. Bon après-midi. Félicitations pour votre émission. Merci, Caroline. Alors, moi, la petite question que je me pose, c'est que dans mes relations amoureuses, je suis portée à être intéressée vers des relations qui s'avèrent compliquées. Mais quand je dis compliquées, c'est que, quand c'est facile, là, je suis pas attirée vers ça. Quelqu'un qui me démontre de l'intérêt, là, trop facilement, comme c'est trop facile, là, on dirait que je me pousse de ça. J'imagine, je pense, des fois, je me dis, bon, ça doit être un dépendant affectif. Fait que là, quelqu'un, attendez, vous avez quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. Bon, chère Caroline, vous avez dit quelqu'un qui me montre de l'intérêt. Oui. Ben, tu sais, c'est correct de me montrer de l'intérêt. Si moi, j'en ai pas autant que lui, il m'en montre, là, qu'il m'en démontre, là. Non. Ben, non. Non quoi? Non. Quelqu'un qui me montre de l'intérêt. Qui démontre de l'intérêt. Qui démontre ou qui vous montre. Oui, OK. Ça vous rappelle quoi? Oh boy. Ben, je sais pas, là. Je vais fouiller, je veux bien aller fouiller, là. On veut aller fouiller dans mon enfance, j'imagine, pour me... quelqu'un qui vous démontre de l'intérêt. Oui. Ça me dit quoi? OK, bon, qui me regarde... Non, ça vous rappelle quoi? Est-ce que ça peut vous rappeler quelque chose? Non, pas là. C'est pas à cette question-là. Est-ce que pour vous, c'est une expérience nouvelle? Non, pas du tout. Bon. Alors, qui vous a déjà montré de l'intérêt dans le passé? Plein de monde.
Plein de monde. Quand je sors, je peux être un centre d'intérêt. Ben oui. Ben oui. Ben, c'est vrai. Maintenant, on va remonter à 16 ans. OK, d'accord. Je m'aimais pas, j'étais grosse, j'étais pas belle. Bon. Je m'aimais pas, grosse et pas belle. C'est ça. Ben, je me trouvais pas belle. Oh, vous aviez le kit, vous, à 16 ans? Ben, regarde, j'étais pas laide, là, à dire, personne me regardait, mais j'étais pas bien dans ma peau, je m'aimais pas parce que j'étais grassette, puis pour moi, j'étais pas attirante parce que, bon, les gars étaient plus portés à regarder les filles qui étaient mieux faites. Et vous avez tout à fait raison là-dessus, chère Caroline. Combien pesiez-vous à 16 ans? Je devais peser 175-180 livres, 5 pieds 8. On convient-tu qu'on est rond? On est tout rond. On est turon, et effectivement, il n'y a pas grand gars qui va se tourner sur la rue pour vous regarder les fesses. Ben, il y en avait, là, mais mon premier chum, juste pour vous donner une idée, là, après lui, c'était la fin du monde. Il n'y avait pas personne d'autre qui m'aurait aimé après ce gars-là. Ouais. Puis à 21 ans, ça a tout reviré de bord. C'est-à-dire? J'ai perdu mon poids. Oui. Pourquoi? Un miracle? Non, ben, quasiment. Moi, j'appelle ça quasiment ça. Expliquez-vous. Sans volonté. OK. Non, c'est ça. Aucun régime. On dirait qu'à 21 ans, là, j'ai pris une confiance en moi, là, qui s'est faite, là, de mois en mois. Mais, j'ai maigri, j'ai perdu mon poids à 21 ans. Tu sais, des fois, ils disent, là, quand t'es jeune, fais-toi-en pas, c'est de la petite graisse de bébé, là, plus tard, tu vas tout perdre ça. Mais c'est comme ça, c'est ça qui m'est comme arrivé, là. Oui. Puis, et vous avez descendu votre poids à combien à 21 ans? À peu près à 135. Oh boy, 5 pieds 8, on convient-tu qu'on commençait à avoir ce qu'on appelle un body? Ouais, c'est ça. Oui. Les compliments et les regards étaient différents. Et le pire, sans effort. Si on vous croit. Non, il s'est passé quelque chose. C'est sûr. Oui. Alors, chère Caroline, comment ça se fait qu'à 16 ans, vous étiez une grosse toutoune? OK. Pourquoi? Parce que probablement que je mangeais mal, peut-être. En quel honneur que vous mangiez mal? Ben, parce que j'avais peut-être pas des repas équilibrés à tous les soirs à la maison, là, préparés. Qui est responsable des habitudes alimentaires dans les chaumières québécoises? C'est les parents. Ah, c'est les parents! Ah oui, vous allez nous faire coller ça, vous, après-midi. Non? OK, d'abord. C'est qui est responsable des habitudes alimentaires dans les chaumières québécoises? Majoritairement. Ben, c'est la mère. Arrêtez donc! Êtes-vous sérieuse? Vous le dites avec hésitation. Oui. Non, c'est le laitier. Il y en avait-tu une mère? Oui, j'ai une mère. Je l'aime beaucoup. Ben, oui, on en doute même. Elle est exceptionnelle. Oui. Si je vous écoute, c'est grâce à elle. Pardon? Si je vous écoute, c'est grâce à elle. Pierre, vous allez être obligé de vous rétracter. Caroline, maman a cheminé dans sa vie. Caroline, regardez, vous avez 36 ans. Quelqu'un qui vous montre de l'intérêt vous éloigne, vous fait un peu paniquer, parce que vous n'avez pas été introduite à ça en bas âge. Alors, votre mère ne s'est probablement pas intéressée à votre développement en bas âge comme elle aurait dû le faire. Premièrement, en ne vous aidant pas à développer des bonnes habitudes alimentaires, en vous engraissant comme un porcelet. Non, je suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Parce que j'ai déjà suivi des régimes avec elle à l'âge de 12 ans. Au contraire, elle a toujours voulu m'aider, puis elle m'encourageait pas. Mais elle n'est peut-être pas toujours présente, par exemple. Ça, elle le sait. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle travaillait fort. Elle avait 2 emplois, puis elle se démenait comme un diable dans l'eau bénite. Parce que vous aviez comme père un valeureux Québécois. J'en avais pas. Un valeureux Québécois. Il n'y avait pas de père. Présent. Est-ce qu'il était à l'extérieur? Vous l'avez jamais vu? Non, il était présent, sauf que il vit ici, il est à Laval, mais il s'est comme pas occupé de nous autres. Je l'appelle mon géniteur. Il vivait pas sous le même toit jamais, là? Non, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. OK, donc la mère était pourvoyeur, puis elle essayait d'être mère. C'est ça. C'était les deux. Elle a fait son goddamn best. Caroline. Oui. Quelqu'un actuellement vous montre de l'intérêt. Oui. Ça vous fait paniquer parce que ça vous relie à votre passé lointain de petite fille où, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, votre mère n'a pas su, et votre père aussi, n'ont pas su vous démontrer l'intérêt qu'ils auraient dû vous démontrer. Bye, Caroline. Bye, merci. Bye. Ouais, alors, on part avec ça.
C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ça se répète, c'est quasi systématique. Névrose. Quasi systématique, oui. Alors, elle ne comprend pas que quand c'est facile, que quand quelqu'un s'intéresse à elle, ça la fait fuir, elle sauve. Elle dit c'est facile. Non, pas c'est facile. Je panique. C'est l'inconnu. Elle ne l'a pas connu. Elle n'a pas connu ça petite. C'est ça la grande conclusion. Oui, c'est-à-dire que les émotions ressenties, OK, actuellement, viennent en conflit avec les émotions ressenties auparavant. Oui. C'est la névrose qui gagne. Bon. On se sauve. Est-ce qu'on se sort d'une névrose, Pierre? Oui. Ben, écoute, oui. Tu conviendras qu'on a fait un petit bout, là, non? Oui, on a fait un petit bout certain. On a fait un petit bout, là. Quel que soit. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On va tout de suite à Lise. Bonjour, Madame Lise. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Lise. Vous avez parlé des fêtes cette semaine. Oui. Et puis, à un moment donné, vous avez mentionné, on remplace la pensée magique avec quoi? Oui, je me rappelle très bien. On faisait le deuil de la pensée magique, c'est ça. C'est effectivement ça. Ce commentaire-là, il est resté là. Oui, hein? Mais moi, il m'a accroché, mais d'aplomb. Parce que c'est le vide. Racontez. Ben, on remplace ça par quoi? Parce que moi, à mesure que je vous écoute et que je grandis, je fais face à la réalité. Devenir adulte, c'est ça. C'est pas joujou, la réalité. Non. Pas toujours. Alors, je peux présumer qu'un enfant qui sort de la pensée magique raide va se réfugier probablement dans les drogues, si on veut être réaliste. Exact. Ou alors la prostitution, ou etc. Les pilules. Les pilules, etc. Les pilules. Alors, les antidep, les benzodiazépines, là, Ativan, Rivotril. Alors, c'est ça. Les faux paradis. Les faux paradis, oui, paradis artificiels. Et en allant au bout de ça, les chanceux vont sortir de là, mais vont se retrouver face à la réalité, sans pilule, à froid, là. Sans drogue. C'est ça qui vous arrive, Lise? Et gambling, il faut inclure le gambling aussi parce que ça prédispose, là. Oui, ceux qui sortent, les enfants qui traversent le stade de la pensée magique et arriveraient au stade suivant, si la réalité est trop pénible, à ce moment-là, c'est sûr que ce sont des futurs consommateurs de gambling. Alors, Lise, à froid, vous avez perdu certaines pensées magiques, et c'est à froid après, sans rien pour remplacer. C'est ça, là, vous vivez à froid. C'est ça. Puis vous trouvez ça tough. Oui, mais c'est ça. C'est comme ça. Quel âge avez-vous? Je suis dans la quarantaine. Vous avez dans la quarantaine? Et puis j'ai beau... Ouais, ben là, je vais prendre juste ce qui vous arrive. Je me dis, c'est pas surprenant, ça a toujours été comme ça. Les gens qui disent les choses, qui contredisent l'hypocrisie, c'est comme ça. C'est pas eux autres qui ont le haut du pavé. Puis en même temps, ça peut pas faire autrement que me demander, poser la question, pourquoi? Pourquoi ça continue toujours et toujours d'être comme ça? C'est des questions légitimes. Mais il n'y a pas de réponse. Attendez, ça ne s'améliore pas. Revenons à vous. Pour être plus précis, pensée magique, alors ça se termine vers 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, dépendamment des enfants. Oui. Il vous arrive quoi dans votre vie à cette période-là? Il m'arrive que je vais me sentir toute seule, consciente d'être toute seule pour la première fois. Expliquez-vous. À qui je peux me fier? On vient de me monter une mentrée en me disant, tiens-toi à distance du monde, parce que le monde, c'est dangereux. Le monde à l'extérieur, c'est la jungle. Mais ce qu'on me dit en même temps, en vérité, c'est tiens-toi du monde comme le docteur Mayou. Vous n'existez pas dans ma vie à cette époque-là, mais aujourd'hui, je peux faire le lien. Expliquez-vous davantage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tiens-toi loin. Tiens-toi loin des gens qui vont dire, les gens qui disent la vérité, qui sont pas hypocrites, sont bizarres, sont fous, et la grande majorité vont penser ça, et c'est ça qui m'a été inculqué jusqu'à temps que je me réveille du mensonge, là. Et qui vous mentissait? Qui vous invitait à vous méfier des gens de bonne valeur? Ma mère est inexistante, il n'y a aucun lien. Elle est là, mais il n'y a aucun lien d'établi. C'est mon père. Votre père vous amenait
à paranoïer, à vous méfier des personnes qui avaient de l'allure. Oui. Si c'est intéressant. Et quel était son agenda, d'après vous? Pourquoi vous amenait-il à vous méfier des personnes qui avaient de l'allure? Votre fameux inceste psychologique. Ben oui. Je l'ai Parce senti. que lui avait pas d'allure. Son fameux... Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là, le fameux inceste psychologique? J'étais pas pour appartenir à personne d'autre. OK. Pour vous garder à lui? Oui. Sa petite possession sexuelle? Oui. Dont il ne pouvait pas profiter. Oui. Ne pouvant pas en profiter, personne d'autre en profiterait. Oui. C'est ça que vous l'insinuez? Oui. Saviez-vous ça? Aviez-vous pris conscience de ça? Oui. Ben oui. Même à l'époque? Ben, c'est elle qui... Non, pas à l'époque. Non, à l'époque, c'est ça. Non. Depuis quand vous êtes consciente de ce que vous venez de dire? C'est vous qui l'avez imputé, là. C'est vrai que j'y pensais en même temps que vous, là. Oui. Mais c'est vous qui l'avez dit. Ben, c'est à vous écouter, là. Ça fait une couple d'années. Ouais. Là, je voudrais démarquer quelque chose avec votre aide. Là. Moi, hier, il y a une auditrice qui a téléphoné, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas appelé, puis j'étais contente de l'entendre parce qu'elle me fait, je trouve ça plaisant de l'entendre, elle est intelligente. Alors, je me demandais si c'était une marque d'affection ou une marque d'attention, parce que vous avez parlé d'affection hier. Puis il y a des auditeurs, des auditrices qui téléphonent, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas téléphoné. Celle qui s'est fait retourner, là? Oui. Oui, je pense que c'était Brigitte. Ça se peut-tu? Vous lui avez dit qu'elle avait besoin. C'est ça, Pierre lui a dit qu'elle avait besoin d'attention et c'est pourquoi elle appelait. Non, pas elle. Il faut faire attention. OK, laquelle? OK, allons-y Non, tranquillement. c'est des auditeurs. À force de vous écouter tous les jours, oui. On devient des habitués. Oui. Et puis, je repère des voix que je reconnais. Ça peut arriver il y en a qui rappellent, oui. Oui. Et là, quand ça fait longtemps, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette personne-là. Et puis, là, hier, elle a téléphoné. Je me dis, ça me fait plaisir qu'elle retéléphone. Parce que quand on vous appelle, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui brasse. Hein? Mm-hmm. Puis, j'espère, moi, je continue, même si parfois je trouve ça difficile. Il y a certaines journées que ça vient me chercher. Mais grandir, c'est ça. Et j'ai pris le pari de grandir en faisant face à froid. Mm-hmm. Et je peux le considérer, comme vous avez déjà dit, que j'ai capacité de le faire, puis c'est pas tout le monde qui a ça, cette capacité-là. Oui. Puis hier, il y a quelque chose qui vous a fait... Bon, qui vous a rejoint, qui vous a touché. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a des personnes qui rappellent et on peut créer un certain lien. On peut créer un lien qui va avoir une touche d'affection. Ben oui. Le fait de s'ouvrir, d'accueillir l'autre peut être mu, entre autres, par une attitude affectueuse. Oui. Oui. Ça peut devenir, l'ouverture à l'autre peut devenir une marque d'affection, oui. Et c'est d'autant plus on peut être payé pour être ouvert, pour écouter l'autre, mais on peut écouter l'autre par plaisir. Oui. C'est ça. Et s'il y a quelqu'un qui peut écouter dans la société, c'est bien vous. Ben non, j'écoute très peu. Là, la paix m'arrête pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Lise, merci beaucoup de votre appel. Bye. On va aller à Amélie maintenant. Bonjour, Amélie. Bonjour, Amélie. Bonjour. C'est que j'ai un problème qui me suit depuis très longtemps. Puis là, j'ai été confrontée à cette situation récemment. Puis, je vais mettre dans le contexte. Je viens de commencer ma première année d'université. Oui. Puis, en arrivant dans un de mes cours, ma grosse phobie, c'est de parler en public. Oui. Puis, justement, c'était ça le contexte du cours, donc expression orale. Alors, c'est pas une phobie, c'est un malaise. Un malaise, OK. Oui. Un malaise énorme. Oui. Puis, donc, c'est ça, je suis devenue en larmes, grosse panique. J'ai abandonné le cours, je suis partie. Oui. Puis, ça me suit depuis toujours. Depuis 6e année, je me souviens les oraux que je fais dans les cours. Oui. Les jours avant, je shake, je pleure, j'ai peur. Puis, c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de confiance en votre mémoire ou si c'est vraiment, vous n'avez pas zéro confiance en vous? Ben, c'est sûr qu'au début, je sais que c'était ça, vraiment, j'avais aucune confiance en moi. Mais je crois qu'avec les années, j'ai travaillé ça, puis que j'ai de plus en plus confiance en moi. Oui. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui est resté, comme un pattern qui est resté, ou c'est quoi, mais c'est vraiment paralysant. Puis là, j'ai lu des livres, j'ai fait des recherches, mais on dirait qu'il n'y a rien qui arrive à justement à faire en sorte que je passe par-dessus ça. Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans. Alors, d'où nous vient ce malaise de s'exprimer?
Ben, c'est peut-être pas en fait s'exprimer, mais c'est surtout d'être le spotlight, là, si on veut, le regard des autres. D'avoir les autres qui nous écoutent, qui sont attentifs. Parce qu'il faut suffisamment s'en détacher pour être capable de se centrer sur nos propos, puis il faut les sentir aussi. Il faut savoir qu'ils sont là. Madame Amélie est allergique aux marques d'attention. Alors, que nouveau, c'est cette allergie? Ben, c'est sûr, peut-être que j'avais pas... ben, c'est certain, quand j'étais plus petite, là ça a changé un peu. Mais c'est sûr, ouais, que j'avais pas vraiment l'écoute de ni un de mes parents, qui n'étaient pas vraiment là pour moi, si on veut, qui s'intéressaient pas vraiment non plus à... Alors, pas l'écoute et pas l'intérêt. Non. 2 besoins de base non satisfaits. Ça commence hypothéqué, ça? Ben, alors, on est très loin de la confiance en soi, là. On est dans les besoins de base qui n'ont pas été répondus. Ben, pas. Alors, quel genre de parents aviez-vous, chère Amélie? Parlez-nous d'eux. Bien, mon père, c'est un boucher de profession et un boucher dans le sens du terme aussi, dans le sens qu'il n'y a pas... il n'y a rien. Il ne comprend pas. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a aucune ouverture. Oui, mais Amélie! Oui. Amélie, c'est lui qui vous a accouché? Pardon? C'est lui qui vous a accouché? Qui m'a quoi, pardon? Qui vous a accouché? Non. Ah bon, regardez donc. Vous commencez par par celui qui est le moins concerné. Ben, c'est parce qu'avec ma mère, ça a changé avec le temps, mais mon père est encore resté depuis... Amélie, non, peu importe les changements hypocrites de votre mère, là, le tort y a été causé quand vous étiez petite. Oui. Fait qu'on va arrêter de niaiser avec ça. Là. On fera pas un grand cours universitaire après-midi. Là. Mais le ciblé l'autre. Alors, votre père, laissez-les tranquille. C'est pas lui qui vous a accouché, c'est pas lui qui vous a allaité, et c'est pas lui qui devait prendre soin de vous. Bon, alors, elle va changer son champ Pierre? D'observation. Alors, l'hypocrisie, le changement hypocrite de votre mère, on oublie ça. Il est où le problème? Elle va le trouver. Amélie? Est-ce qu'elle est encore là? Amélie? Oui. Êtes-vous encore là? Oui. Il est où le problème avec la mère? Oui, OK, c'est ça. Mes parents étaient séparés, puis moi, je suis allée habiter. Amélie, il est où le problème avec la mère? Vous voulez dire à ce moment-là ou... Oui, à ce moment-là. Il est où le problème? OK, elle n'était pas disponible du tout. C'est-à-dire? Elle n'était pas disponible, c'était le travail et les conjoints qui passaient avant nous. Bon. Le travail et les conjoints? Oui. OK. Ben oui, mais elle avait besoin de jouir de temps en temps. Il faut faire preuve d'un peu d'empathie, Amélie. Elle avait besoin de se faire ramoner la cheminée. Mais là, ce que vous dites à Amélie, c'est d'aller de ce côté-là. Elle va de ce côté-là, puis elle peut nous rappeler. Ce qui arrive, regardez, Amélie, là, vous êtes en train d'insinuer que votre mère c'est tout à fait amendé depuis, n'est-ce pas? Non, c'est sûr que je suis consciente qu'elle a changé, oui. Elle a changé. Elle s'est amendée. Elle est devenue une mère extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, la question est-elle vraiment extraordinaire? Amélie, il existe une donnée chez les femmes. On appelle ça l'hypocrisie. Ne vous laissez pas duper, terminé. OK? Alors, vous réexaminez votre réalité avant ces grands changements. Et s'il vous plaît, ces grands changements, ne vous laissez pas impressionner. Bye, madame. La réforme. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Là, Pierre, par nécessité, on va vite. On a beaucoup d'appels. On parle à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Oui, bonjour, Michel. Bonjour. Je suis nerveuse. Je vous écoute. Bon, moi, j'ai un problème assez spécial. On m'a donné des hormones de ménopause. On a essayé ça parce que j'étais énormément menstruée. Ça n'a pas fonctionné. J'étais complètement amorphe. Alors, on m'a prescrit des anovulants. Et puis, en 2001, on a essayé de m'enlever des anovulants. J'ai été 3 mois, là. Excuse-moi. J'ai été 3 mois. Mon sommeil diminuait énormément. Alors, j'ai commencé un matin, juste avant de me réveiller, je voyais des bonhommes, des faces noires, là, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ils ont essayé le Paxil. J'ai retourné, j'ai dit, oublie ça, là, ça fonctionne pas, c'est pire. C'est bien évident, c'était pire. Vous savez, vous rapportez un phénomène qu'on appelle des hallucinations hypnopompiques, c'est-à-dire des hallucinations qui surviennent juste avant le réveil.
OK. C'est ça à quoi vous faites allusion? Oui. Bon. On appelle ça des hallucinations hypnopompiques. Et la dernière chose à faire, c'est de prescrire un antidépresseur. Ça va augmenter ce phénomène-là. C'est ce que vous illustrez souvent. On fait un grand cours de médecine là-dessus. Là. Puis ensuite, on a essayé Effexor. Ça aussi, ça n'a vraiment pas fonctionné. Non, c'est la même chose que le Paxil. Toute la famille des antidépresseurs va augmenter ces phénomènes hallucinatoires-là. Alors moi, étant donné que je vous écoutais, j'étais allé voir le médecin, puis j'ai dit, vous me prescrivez, vous me prescrivez du... un peu, je vais regarder, je suis trop nerveuse. Du Seroquel 25 mg. C'est en plein ce que j'aurais donné à mon bureau avec ce que vous rapportez. Elle écoutait bien. Quand tu as un problème, les oreilles t'ouvrent. Hein? Il y a du monde qui comprend. Oui. C'est exactement ce que j'aurais fait parce que c'est un antipsychotique qui a comme effet secondaire de ramener le sommeil normal. Alors, vous faites d'une pierre deux coups. C'est un antipsychotique, c'est-à-dire un produit qui va faire cesser les hallucinations s'il y en a et qui va ramener le sommeil normal. En tout cas, vous avez quel âge, Michel? 56 ans. 56 ans. Bon. Oui. Est-ce que ça a fonctionné, le fameux Seroquel? Avez-vous vu quelque amélioration? J'ai demandé aussi le Nozina. Parce que je dormais à peine 2 heures par nuit. Vous pouvez prendre un ou l'autre et simplement demander au médecin de l'augmenter. Au lieu d'en prendre 2? 1, 2, 3, 4, puis là, ensuite, il peut vous donner un comprimé de 100 mg, puis il peut vous donner un comprimé de 200, ainsi de suite, parce que l'écart est énorme avec le Seroquel. Tu peux aller jusqu'à quelle quantité de milligrammes? J'ai utilisé le Seroquel jusqu'à 2100 mg par jour. Fait qu'il n'y a pas de danger. Écoute, c'est des doses de bébé. Seulement que le soir au coucher? Oui. Qu'on l'augmente? Oui, vous pouvez. C'est parce que là... En tout cas, je vous dis pas de le faire, là, oui. Mais je vous dis, vous pouvez... je vais être précis pour ne pas être poursuivi pour pratique illégale de médecine encore. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. Oui. Aurais-je dû ajouter? Ça s'appelle sortir le pad. Oui. Ça voudrait dire que j'élimine le Nozina. Ah oui, vous pouvez en prendre un ou l'autre, mais dans un cas comme ça, c'est intéressant. Oui. Puis, discutez-en avec votre médecin. OK? Là, qu'est-ce qui arrive, là? Mon problème que j'ai présentement, c'est qu'avec ça, ils m'ont donné mes anovulants. Oui. Puis là, quand j'ai pas d'anovulants, je me sens enferme, puis là, les bonhommes, ils ont revenu malgré mon 25 mg. Oui, ben c'est pour ça la dose est pas assez élevée. Si vous voyez les bonhommes, la dose est pas assez élevée. OK? OK. Fait qu'il faut que je recommence à 50 discutez-en avec votre médecin. Oui. Alors, dites à votre médecin, écoute, tu sais, des fois, les patients, ils peuvent proposer des choses à leur médecin. Oui. Puis vous n'êtes pas obligé de dire que ça vient de Maillot. OK. Moi, tu Maillot qui est pas fait. Cher docteur, il me semble que... Bon, hein? Bonne chance, Michel. Juste une petite affaire encore. Oui, rapidement. Est-ce que tu m'as dit que j'éliminais le Nozina? Non, c'est pas ça. J'ai dit, vous pouvez. Je peux l'arrêter. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. D'accord? C'est correct. Et on parle à François maintenant. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour, François. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, puis ça me paye bien. 2 maudites bonnes raisons pour être là. Okay. Puis, 3e raison, j'aime ça. Parfait. Alors, on aime ça que vous soyez là. Alors, mais j'appelle pour ma fille qui a 10 ans. Oui. Dernièrement, on parlait, elle se sent regardée comme disait. Ça, c'est un problème. J'appelle pour 2 raisons. Le premier, ça me semble pas important, mais étant dit que je vous en parle. Elle se sent regardée qu'elle me dit. Exemple, à l'école, dans sa classe, elle est au niveau du sol, puis des fois, elle se revient vers le châssis, elle se sent regardée. Ou à la maison, elle travaille à l'ordinateur, puis il y a une fenêtre dans le bureau, puis elle se revient, elle sent qu'il y a quelqu'un qui la regarde. D'après moi, bon, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'elle est peureuse de nature ou c'est bizarre? Non, elle est heureuse, ça va bien. Non, peureuse. Est-ce qu'elle est peureuse, une petite fille qui a peur? Ben là, l'autre raison, c'est que le soir, quand il vient le temps de se coucher, elle a peur. Bon, c'est un peu normal. Bon, on la console, on lui laisse une veilleuse, toutes sortes de choses qu'on a fait. Mais depuis peut-être 2 mois, elle réagit pratiquement hystériquement des fois. Disons, exemple, dimanche dernier, on revient du Nord, on se couche, il est 10 heures le soir, faut se coucher, demain l'école, tout ça. Là, toute la famille, on va se coucher en même temps. Elle est rentrée dans notre chambre, elle pleurait très, très fort.
j'ai peur, puis rester debout, puis... De quoi avait-elle peur? Ben, c'est ça. Des fois, elle sent comme des présences dans sa chambre, ou quelqu'un la regarde de dehors, ou là, il faut fermer le garde-robe. Elle sent des présences dans la chambre? Ouais, ou on regarde en dessous du lit. Des fois, on dirait qu'il y a quelqu'un en dessous du lit. Ben, je regarde. Regardez, puis, François, là, est-ce que vous avez consulté un médecin? Ben là, c'est justement, on a pris rendez-vous avec un psychologue, puis on la rencontre. C'est ça que je disais. Non, François, là, regardez. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui ont des antécédents psychiatriques? Non. Il n'y a personne qui... Ouais, vous allez prendre rendez-vous avec le médecin de famille et demander une consultation en pédopsychiatrie. Avec les symptômes qu'elle a, on ne va pas chez le psychologue, on va chez un pédopsychiatre, un psychiatre pour enfants. OK, OK, pédopsychiatre. Ouais, alors vous allez voir votre médecin de famille, là, le plus rapidement possible. Ça presse, là, on ne laissera pas traîner ça. OK. Ça pourrait se déclencher jeune comme ça, Pierre? Et rapidement, on demande une consultation chez un pédopsychiatre. Alors, vous allez en parler avec le médecin de famille, de ça, là, tout ce que vous venez de décrire. OK. Les présences dans la chambre, toutes ces affaires-là. Correct? Parfait. Et vous demandez, là, écoutez, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de traiter ça, il faudrait aller voir un psychiatre pour enfants. Parfait. Et on ne laisse pas traîner ça, d'accord? OK. Bye, François. Bonjour, François. Au revoir. Jeune comme ça, Pierre, à 10 ans, ça pourrait déjà être un décrochage de réalité ou de la paranoïa? Ben écoute, ouais. j'en ai plusieurs. Ah oui, jeune comme ça. Je pensais que ça venait plus tard. Non, c'est exceptionnel chez l'enfant, mais ça peut. Ça peut. Alors, c'est à ne pas négliger. OK. Non, pas avec ça, là. Ça presse. Et tu peux redresser l'affaire? Ben. Jeune comme ça, avez-vous l'impression que vous arrivez à avoir des résultats à long terme? Ben, je comprends. Ah. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Et on part tout de suite à Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour à vous deux. Bonjour, Ginette. Alors, voici ma problématique. Moi, je suis une enseignante et puis hier, un de mes élèves n'a pas pu aller faire son cours d'éducation physique parce qu'il n'y avait pas son habit d'éducation physique. Et ça fait à plusieurs reprises, il a été empêché de faire l'éducation physique. Alors, comme moi, j'étais comme en période libre, mais je travaillais dans ma classe, je lui ai dit, viens-t'en dans ma classe. Viens-t'en, puis viens faire des choses dans ma classe. Alors, il est assis à l'autre bout à son bureau et moi, je suis en train de travailler et je l'entends comme renifler, vous savez. Alors, je me lève les yeux. Il pleurait, ça n'avait pas de sens. C'est un petit garçon qui est en déficit d'attention. Les résultats scolaires cette année, ils sont de mieux en mieux, mais c'est un enfant qui a vécu énormément d'échecs. Il a quel âge? Il a 11 ans. 11 ans. Il va avoir 12 ans bientôt. Alors, moi, je lui dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Je dis, moi pas que c'est parce que t'es pas allé à l'éducation physique. Non, là, ça sort. En tout cas, j'ai jamais vu un enfant parler de cette façon-là, être conscient de ses difficultés comme ça, j'ai jamais vu ça. Alors, il se met à me dire, Diane, bon, elle s'est vendue, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'on vous appelle Ginette? Oui, c'est ça. On continue avec Ginette, OK. Alors, il me dit, regarde, il dit, moi, j'ai tellement pas de mémoire et c'est pas possible. Mais je dis, voyons donc. Mais moi, je le sais qu'il n'y en a pas. Tu sais, c'est un enfant qui est capable de faire des liens, est capable une logique extraordinaire. En mathématiques, il est très bon, sauf que si on arrive dans les multiples, les tables, ça, il n'est pas capable. Il n'est pas capable non plus de mémoriser les mots de vocabulaire, la conjugaison. Alors, voyez-vous, tout ce qui est mémoire, il l'a pas, mais pas pantoute. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, là. Il me dit, quand je suis dans la cuisine, puis je veux aller porter ou chercher quelque chose dans ma chambre, et j'arrive dans ma chambre, puis il dit, je sais même pas pourquoi je suis là. Alors, là, j'ai appris que tu prenais une médication, tu sais, il l'avait pris l'année passée. Et il me dit oui, j'ai demandé quelle sorte, parce que je pensais à Ritalin ou bien Concerta, c'est deux seuls que je connais. Il me parle de... Oh mon Dieu, Adderall. Oui, Adderall. Oui. Bon. Mais là, je lui pose des questions. Je dis, qu'est-ce que ça te donne comme effet? Il dit, ça fait absolument rien. Il dit, ça me donne absolument rien. Non. En tout cas, selon lui, là, tu sais. Ouais. Alors, moi, ce que je vois, par contre, c'est que ses troubles de comportement ont diminué énormément. Mais il me dit, tu sais, je me sens pas comme d'autres. Il dit, j'ai entendu, il dit mou, tu sais, fatigué le matin parce que j'ai pris ça. Il dit, j'ai rien de ça. Alors, ici, on a parlé pendant, je pense, qu'1 heure. Et puis, j'ai donc trouvé qu'il faisait pitié, puis je voulais l'aider. Mais là, je suis après à me demander si le médicament est bon.
Là, j'ai appelé, il faut que je vais aller jusqu'au bout. J'ai appelé la maman dans l'après-midi, à la fin de l'après-midi, parce que je voulais voir s'il était correct. Vous avez appelé la mère. On ne sait pas si elle est maman avec lui. Oui, OK, la mère. Et puis, là, j'ai dit, regardez, on va se rencontrer lundi après-midi, après l'école, parce qu'il faut qu'on se parle de ça. Fait que là, moi, je sais pas, là, je sais pas quoi y conseiller. Moi, je sais bien qu'à l'école, je fais des choses pour l'aider à faire des liens, parce que je sais qu'il est en difficulté au niveau de sa mémoire, mais est-ce que c'est normal qu'un enfant en déficit d'attention ait si peu de mémoire? Est-ce que c'est lié intimement? Ça, c'est... Ça prendrait une bonne évaluation psychométrique. Et voilà, moi aussi j'ai pensé. La détermination du QI, il faut absolument déterminer son QI. Oui. Parce qu'autrement, on risque de faire fausse route. C'est important, ce stade-ci. Ouais. Parce qu'il pourrait essayer autre chose, puis ça ne fonctionne pas plus. C'est ça. Ouais. C'est ça. S'il est limité intellectuellement, c'est ça. Il faut absolument évaluer le QI comme il faut. Moi, je vais vous dire qu'au niveau de son quotient intellectuel, je pense que c'est un enfant qui est brillant, a beaucoup de réparties, fait des liens entre des choses, et puis, vous savez, et bizarrement, en lecture, tu sais, compréhension de texte, là, il est très, très bon. Ah oui? Non, il est très, très bon. Et puis, tu sais, c'est des inférences, et puis, organisation d'un texte, et tout. Mais tout ce qui est mémoire, OK. Non, ça touche quelle sphère à ce moment-là, Pierre? Écoute, il peut souffrir d'un trouble d'attention vraiment marqué. Oui. Oui, et ça pourrait expliquer plusieurs des comportements que lui rapporte. Le fait qu'il part pour aller chercher quelque chose, puis 10 secondes après, il ignore ce qu'il va faire. Est-ce qu'une augmentation de la dérale, Pierre, dans des cas comme ça améliore la fixation des informations? Une fois le QI, le quotient intellectuel bien déterminé, après ça, on peut travailler avec le produit. Okay. J'irai pas à l'aveugle dans un cas comme ça. OK. Alors, moi, c'est ce que je vais parler à la maman, la mère, quand je vais la rencontrer, je vais lui dire ça. Bon. Oui. Faire en sorte que le psychologue scolaire l'ait bien évalué sur le plan du quotient. Ensuite, rapporter ça, amener l'information au médecin qui s'en occupe pour que le psychostimulant soit ajusté et réexaminé. Le petit garçon, il va voir un médecin, un généraliste. Ouais. Est-ce que moi, j'avais envie de dire pourquoi de ne pas aller consulter, je sais pas, ma Sainte-Justine, quelque chose, à la clinique d'orthopédagogie, puis je sais pas. Oh, je ne sais pas. Ça dépend dans quel coin. Quel coin de la province? Repentigny. Il est proche, il est pas loin. Il n'y a pas des pédopsychiatres dans votre coin, Repentigny, à la Gardeur? Je ne pourrais pas vous dire. C'est ça. La mère va peut-être avoir à faire une recherche. S'il n'y a pas des pédopsychiatres dans ce coin-là, il doit en avoir. Ah, il doit. Oui. Vous devez être un très bon professeur, Ginette. Allez. Pour être attentive à ses étudiants. Oui. Bye, à ce point-là. Merci. On parle à Lynn maintenant. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Lynn. Oui, j'espère que je vais être capable de bien m'exprimer. Oh, ça là, vous savez, nous autres, à notre tribune, on surveille la qualité de l'expression. Le fond ne nous intéresse pas, nous en sommes à la qualité linguistique. Non, je voulais dire d'être capable de faire passer. Mais oui, Lynn. Allez-y, oui. Moi, c'est ça, j'ai un problème là en tant que mère, surtout belle-mère, je dirais. Puis, depuis 2 ans, c'est sûr, là, je vis de l'impuissance, de la rage, trahison. Puis là, j'ai plus confiance non plus. Vous l'avez le cocktail d'émotions, vous? Oui. Impuissance, rage et trahison. Ouais. Il ne vous manque que le désespoir. C'est ça, là. Avant que je pète ma couche, là, je vais appeler le docteur Mailloux. Alors, concrètement, là. On met la table. C'est ça. Parce qu'avant, je veux dire... On s'amuse, mais vous avez rien dit. Oui, non, c'est ça. Ma fille, elle a accouché à 30 ans, à 33 ans, oui. Oui. Puis là, c'est son conjoint qui a comme pris le contrôle, là. Puis c'est sûr que je m'en suis mêlée un peu parce que je la voyais un petit peu insécure puis tout ça. Oui. Il lui disait, là, fais-la manger, fais ça, là, tu pourras plus la faire allaiter parce qu'elle graisse passée. Toutes des choses comme ça. Bon, il devenait l'infirmière de service. Mais c'est l'homme rose, c'est l'homme québécois nouveau. Bon, puis là, je lui ai dit de la laisser tranquille, que c'était à elle. Puis là, il n'a pas aimé ça naturellement. C'est bien. Puis quand j'ai commencé à y en parler à elle, là, elle dit parce qu'il est hyper protecteur, puis c'est son instinct de super protection qui fait. Oui, l'homme nouveau. Puis, le membre du grand club. Mais là, ça a l'air d'un cauchemar. Après ça, quand on allait chez elle, je veux dire, elle était toujours devant la télévision. Après 3-4 mois, là, aussitôt qu'elle commençait à... Ouais. Puis là, il voulait pas que je la prenne.
Puis aussitôt qu'on essayait de la prendre, il nous la levait des bras. Puis là, je pensais que c'était vis-à-vis nous autres, mais ça, ce comportement-là, il l'avait avec tout le monde, même avec sa famille. C'est possessif de son enfant. Mais oui, à ce l'homme point. nouveau qui a l'instinct maternel, Lynn. De quoi vous plaignez-vous? Ça fait des années, ça fait 2 décennies que tout le monde pousse tout le monde à embarquer dans ce bateau-là. L'homme nouveau, le père impliqué, le père maternant. Sauf qu'elle ne peut pas jouer son rôle. Ben, je pense qu'elle le joue quand même maintenant, parce que la petite, elle a 3 ans, mais moi, là, j'ai plus le goût de les voir, là. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive chez nous, il va l'installer devant la TV parce qu'il dit, elle n'est pas certaine, là, on va aller la calmer un petit peu. Puis il fait la même chose quand on va chez eux. On rentre dans la maison, puis là, il part, mettons, d'où ce qu'il est, il vient la voir, puis il dit, elle n'est pas sûre, là, ça fait que laissez-la tranquille. Elle n'est pas sûre de quoi? Je le sais pas. Là, sûre. C'est ça, je me suis sentie comme attaquée, moi, tout ça. Lynn, je vais simplement vous dire ceci. Je réitère que les bébés, c'est d'abord et avant tout une affaire de femmes. Mais... Les mères sont une affaire d'hommes, mais les bébés sont une affaire de femmes. Puis c'est ça, puis après, moi... On va changer complètement ce dérapage monstrueux de vouloir recycler les hommes québécois, les pères québécois en nourrices. C'est désastreux, Lynn. Vous faites bien d'appeler. Mais sans en faire des êtres désintéressés. Mais c'est parce que là, je suis plus capable d'y parler, là, parce que je suis toujours sur des œufs, je dis plus rien, je veux même plus les voir. Lynn, vous savez, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore Cuba. Alors, s'il vous plaît, soulagez votre petit cœur quand vous l'avez envie. Correct? Ça veut dire, qu'est-ce que je fais là? En sa présence? Dites ce que vous pensez, puis oui, ça sera pas pire. Alors, soulagez votre petit cœur, OK? Merci. Bye, Lynn. Impuissance, rage, trahison, fais ton chemin. Merci. Exprime-toi. Affirme-toi. Merci. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, j'ai un courriel ici. Oui. C'est une grand-mère qui pose la question. Elle a une petite fille qui vit avec sa mère. Et c'est la fille de son fils, en fait. Lui, il demeure plus avec eux. Ils sont séparés. Prends-moi ça, là, tu me dis. C'est une grand-mère qui nous écrit. La grand-mère écrit? Oui. Oui. Elle dit, ma petite fille vit avec sa mère. Petite fille qui a quel âge? Petite fille qui a 6 ans. OK. Une petite fille de 6 ans qui vit avec sa mère, oui. Et la grand-mère, elle, c'est son fils, là, et le fils ne vit plus avec fille et belle-fille. Oui. OK? C'est pareil. Oui, c'est ça. Il dit, la mère et la petite fille couchent encore ensemble dans le lit, dans la même chambre que la mère. Elle dit, à court ou à long terme, est-ce que vous voyez qu'il puisse y avoir des dommages psychologiques? Lorsque la mère couche avec l'enfant du même sexe et que la mère est hétérosexuelle, il n'y a pas grand problème. Il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle. Ça peut même être rassurant pour la petite fille. Non. C'est le contraire, c'est là? Non. Ce n'est pas sain pour l'enfant parce que ça risque plus tard de l'insécuriser, de perpétuer indûment un lien maternel trop fort et ça empêche un petit peu l'individuation de l'enfant. OK? Mm-hmm. Maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle ici. On n'est pas dans l'inceste psychologique, là. Bon. Mais l'insécurité de la mère, alors pour quelle raison la mère couche-t-elle son enfant avec elle? C'est parce qu'elle est insécure, c'est parce qu'elle est immature, c'est parce qu'elle est probablement incapable de se trouver un compagnon, une présence dans son lit, alors elle utilise son enfant. C'est ça qui est malsain. C'est d'utiliser à mauvais escient un enfant. Alors ce n'est pas dans l'intérêt de la petite fille de 6 ans de coucher avec sa mère. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la petite fille. Au contraire, c'est à son détriment. La mère vient se servir de l'enfant. Quand est-ce qu'au Québec, quand est-ce que les mères au Québec vont commencer majoritairement à respecter leur progéniture? Oui, puis alors, à les aider à prendre leur envol. C'est ça, là, c'est vraiment pris dans le nid. Mais la grand-mère s'intéresser au développement de l'enfant, pourquoi j'ai écrit là-dessus dans mon dernier bouquin? Parce que, justement, c'est pour guider le cheminement de l'enfant. Tu comprends? Oui. On s'intéresse à son développement parce que cette femme-là qui couche avec sa petite de 6 ans, de toute évidence, ne s'intéresse pas au développement de son enfant. Elle s'intéresse à ses bébites personnelles et elle utilise l'enfant pour se soulager d'une insécurité, d'une anxiété, d'une solitude qu'elle n'arrive pas à combler avec des adultes de son âge. Ça se peut très bien. Cependant, la grand-mère dit elle est très bonne mère. Non, je regrette. Alors, grand-mère... à la lumière de ce que vous venez de dire, Pierre, elle va certainement réévaluer à l'œil, là. Oui, je suggère à Mère Grand de réévaluer parce que une mère qui se sert de son enfant pour ses besoins à elle, pour ses propres besoins, n'est jamais une bonne mère.
OK? Mais il faut comprendre le mécanisme, c'est ça. Yeah! Oui. OK. Alors, les parents sont là au service des besoins des enfants. Oh, Mayou, il est pas fin après-midi. Pas de leur indépendance. Il est pas fin. La job de parent, c'est d'être au service des enfants. Mais si c'est pas fin... Pierre? Oui. C'est très grave ce que vous venez de dire. Oui. Un autre chef d'accusation au Collège des médecins. C'est vraiment très grave. Oui. Ah, Séditieux. Mais c'est ça, pousser en dehors du nid, c'est même du lit de la mère pour que la petite fille apprenne à dormir seule. Et c'est pas qu'elle apprenne à dormir seule. C'est que son autonomie, goûter son autonomie. C'est qu'elle développe son espace. C'est pas l'histoire d'une nana, là. C'est que c'est le concept de l'espace. Développer graduellement son espace à elle. Et l'espace sert toute la vie. Tu comprends? C'est pas temporaire, là. Alors, le petit bébé, il n'y a pas d'espace à lui. OK? Au début, il est dans la mère. Après ça, il est relié au sein. Comprends-tu? Il gagne un petit peu d'espace. Il a gagné un petit peu d'espace. Minuscule. C'est et ça. Très graduellement, s'établit une distanciation et développement d'un espace à soi. Pour le petit moi. Le petit moi qui va grandir. Puis à 6 ans, alors là, à 6 ans, son petit moi, collé dans le dos de sa mère, tu sais... Oui. C'est pas diable pour le développement du petit moi de l'enfant, c'est là. parce que l'image que vous avez prise, elle n'est pas encore très loin du sein de la mère, là. Quand t'es rendu dans le dos, non, je fais des folies. Quand la mère se tourne de bord, ben, elle est encore comme un bébé qui est allaité. Oui. Et c'est malsain. Ce n'est pas respecter les stades d'évolution, de développement que l'enfant doit traverser pour devenir une grande personne. Alors, on est dans la fabrique, avec ce genre d'exemple-là, on est dans la fabrique de futures petites personnes. Embarquez bien, soyez sans crainte, les amis. Les petites personnes au Québec, vous êtes majoritaires. Alors, vous avez beaucoup de plaisir ensemble. Vous pouvez vous réconforter, mais on peut être majoritaire et être petit. Oh, laissez-nous sur de belles paroles, Pierre. Alors, vous avez dit que c'était un péché véniel, quand même. OK. Mais c'est un péché quand même. C'est beaucoup plus grave si c'était un petit gars. Ah, okay. Ben là, écoute. Ça, c'est vraiment autre chose. Alors, Pierre, il nous reste le temps de vous souhaiter le mot de Cambronne. Merci à Jean-Christophe, merci à Muriel. Oui, un gros merci. C'est vrai. Oui. Alors, je vous quitte pour un monde meilleur temporairement, espérant vous revenir, évidemment. Nous l'espérons aussi. Nous l'espérons aussi, Pierre. Je l'espère pour mes patients, ça, c'est moins drôle. Oui. Portez-vous bien, oui, malgré tout ça. Oui. Puis, c'est ça, on espère se retrouver. Oui. Bye. Bye.